Ça y est, j'ai reçu mon câble, je vais enfin normalement pouvoir utiliser la caméra en tant que webcam. On va voir la différence tout de suite. Bon bah du coup ça y est, je suis en 4K, mais du coup c'est vachement plus excentré que d'habitude. Alors vous verrez mieux la Calax, mais par contre je vais me taper des torticolis chaque semaine. Mais bon, on s'en fout, hein. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, comme chaque dimanche, le menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous présente l'essentiel des nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Et en plus, maintenant, vous voyez quand je suis mal rasé, et vous voyez même que j'ai un peu de barbe blanche désormais, parce que je vais sur mes 37 ans, hein, progressivement. C'est moche de vieillir. Mais non, en fait, ça passe. Mais donc du coup, il va falloir que je m'adapte à ce nouvel angle de caméra. Hein, c'est un peu bizarre, voilà, j'ai pas l'habitude. Vous me voyez en 4K, je me sens tout embarrassé. Hein, je me sens toute chose. Hein, je pense que je préférais presque ma webcam un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. En plus, il commence à faire chaud, donc je vais briller de sueur, bien évidemment. Hein, si vous connaissez pas l'été japonais qui s'approche, vous allez voir que dans un mois et demi, je vais faire des menus crowdfunding dégoulinants. Ça va être dégueulasse. Quoi qu'il en soit, on est parti sur nos trois sous-parties habituelles du menu, à savoir les entrées, les plats, les desserts, par ordre progressif et croissant d'intérêt pour les campagnes en question. Sachez que cette semaine, il y a beaucoup de campagnes, et du coup, j'ai fait le choix d'élaguer un petit peu. Il y a 3-4 projets qui auraient pu apparaître dans les entrées de la semaine, mais il y avait tellement de projets cette semaine que j'ai eu la flemme, j'en ai supprimé 3-4. Bon, elles avaient toutes moins de 100 contributeurs actuellement, mais voire peut-être même moins de 50. Donc c'est pas bien grave, c'est pas une énorme perte, mais bon, sachez-le quand même. Du coup, on est parti. Du coup, le premier projet de la semaine, la première entrée de la semaine, vous serez peut-être un peu surpris d'y voir figurer un jeu de Monolith, mais en fait c'est tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu de société à proprement parler, mais d'un jeu de rôle, d'un RPG qui s'accompagne de masse de miniatures, mais du coup ça rentre dans une sous-catégorie un peu adjacente, mais pas directement connectée au jeu de société à proprement parler, donc je ne fais que le mentionner, d'autant plus qu'il s'agit de Monolith, donc d'un éditeur français, donc également d'une version francophone comme vous le voyez ici, qui plus est dans le même univers que le jeu de société du même nom bien évidemment, donc ça pourrait quand même intéresser pas mal de monde, sachez-le. Si vous êtes amateur de RPG, il y a actuellement sur Kickstarter The Savage World of Solomon Kane qui a déjà recueilli 1000 contributions et 90 000 € d'engrangés 5 jours avant la fin de cette très très courte campagne. Donc si vous êtes amateur de l'univers de Solomon Kane de manière générale et de toute l'œuvre que ça peut englober, vous pourrez certainement y trouver votre bonheur. On est sur un gros projet assez séduisant pour qui aime les RPG. Je suis pas trop le public cible, mais j'avoue que il a l'air attirant, en tout cas visuellement parlant. Il y a plein de miniatures assez joliment dégueulasses à aller retrouver dans ce pledge potentiel. Ce pledge, il y en a quand même d'ailleurs un paquet, sachez-le, vous aurez un pledge de départ relativement abordable à 59 € en version physique, ou 29 € en version digitale. Mais ça peut également monter jusqu'à 129 €. Voilà, à vous de choisir, à vous de voir si l'univers vous tente suffisamment, si vous êtes fan en tout cas de RPG. Voilà donc pour The Savage World of Solomon Kane, 1004 contributeurs pour l'instant. On reste sur un sujet adjacent au jeu de société, mais encore plus proche que le projet précédent. Ce n'est pas un jeu, mais ce sont des inserts de jeux de société que vous retrouvez ici avec la nouvelle campagne de eRaptor, leur 12e. C'est une compagnie que vous connaissez déjà peut-être, on les a déjà mentionnés plusieurs fois dans le menu crowdfunding pour différentes campagnes concernant justement des inserts de jeux également, qu'ils avaient fait jusqu'à présent, mais également des impressions de terrain pour du RPG par exemple, ce genre de choses là. Et donc ils nous reviennent avec, je sais pas, une douzaine de nouveaux inserts pour différents types de jeux, tels que Sand, Earth par exemple, Brass, U-Boot, Heroes of Land and Sea, The White Castle, donc le château blanc, Sleeping Gods, etc. Généralement, ils font du très bon boulot. Vous voyez un petit exemple des différents prix. Par contre, vous le voyez, ça va coûter assez cher, ne serait-ce que pour Earth par exemple, c'est quand même 42 € pour l'insert.
Donc oui, c'est un certain prix à sortir. Et encore, regardez avec Heroes of Land and Sea, 105 €. Alors certes, ça comprend aussi les extensions, etc. Mais ça fait quand même très très cher l'insert en termes de deluxification. Ça se place là. Bon après, vous savez comme moi, comment dire, l'intérêt que peuvent avoir les inserts quand ils sont bien réalisés en termes d'ergonomie, de rangement, d'installation d'un jeu, c'est quand même un sacré plaisir. Mais il faut quand même investir un tout petit peu, vous le voyez, hein, pour certains de ces jeux, ça peut monter assez haut. Voilà, c'était juste histoire de mentionner parce que ce n'est encore une fois pas un jeu. Voilà pour les nouveaux inserts, leur quatrième série d'inserts pour eRaptor, actuellement 240 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne française, ça veut rien dire du tout, j'étais en train de préparer ma prochaine phrase, la fin de la campagne, sachant que bien évidemment qu'il n'y a pas de version française, mais qu'il n'y en a pas non plus besoin tellement, puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu à proprement parler. Voilà pour les inserts de eRaptor. On commence enfin avec le premier jeu de cette semaine, il s'agit de Around the World in 10 to 15 minutes, et déjà, bon, les gars sont un peu trop indécis, ils n'arrivent pas à trouver un titre à leur jeu, ils se disent ça dure entre 10 et 15 minutes, ils n'auraient pas pu simplement dire Around the World in 15 minutes, histoire d'englober un petit peu la durée totale du jeu, non, ils se sont dit in 10 to 15 minutes. Ok, on leur pardonnera ce titre un petit peu bancal. Il s'agit ici d'un jeu en print and play, d'où le prix du pledge à 5 $ comme vous le voyez ici. C'est pour 1 à 6 joueurs pour 8 ans et plus, donc un jeu très familial, très accessible, pour des parties, bien évidemment, vous l'aurez compris, de pas 20 minutes, mais de 10 à 15 minutes. Et c'est le troisième projet de NoBox Games, que vous connaissez peut-être si vous suivez le menu crowdfunding depuis quelques temps déjà, puisqu'on avait déjà parlé de Spies, puis également de Beards and Booty par le passé. De jeux qui eux aussi coûtaient très très peu cher en print and play, 4 et 5 $ ici, avec des VF dans les deux cas. La VF n'a pas encore été annoncée pour Around the World, je crois qu'ils ont demandé encore une fois comme les fois précédentes à leur communauté en fait de backers de faire des traductions fan-made si mes souvenirs sont bons. J'essaye de vous retrouver ça, mais il y avait une mention concernant ça quelque part. Bref, ça n'a pas une grande importance. Je pense que d'ici la fin de la campagne, vous pourriez devoir avoir accès à une VF en PDF à minima. Alors donc, 224 contributeurs pour l'instant, 13 jours avant la fin de la campagne, et comme vous le voyez, on est dans un jeu de voyage, comment dirais-je, d'exploration, ce serait un bien grand mot, mais de voyage, de tourisme on va dire, pour 1 à 6 joueurs, où vous allez eh bien simplement à chaque tour avoir un joueur entre guillemets leader qui va effectuer une action avec un avantage, mais qui va aussi permettre à tous les autres joueurs de faire la même action, sans l'avantage d'être le premier joueur bien évidemment. Et à partir de là, vous avez un petit peu du set collection, c'est-à-dire que vous allez parcourir les différents continents de la planète et aller acheter des souvenirs, ça peut être des fringues, des accessoires, ce genre de choses-là, visiter des monuments bien évidemment aussi, et une fois que l'un des joueurs autour de la table retourne à son point de départ, après avoir visité les 5 continents si je me souviens bien, à partir de ce moment-là, on déclenche la fin de la partie. En gros, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Vous avez aussi des cartes alternatives, par exemple ici vous avez l'Europe, et ici vous avez les États-Unis, pour aller renouveler un petit peu l'expérience, le tout toujours avec la même durée, de 10 à 15 minutes la partie. Voilà, pour un pledge à donc 5 $ si vous prenez uniquement la carte du monde. Pour 8 $, vous aurez aussi les États-Unis et l'Europe. Pour 16, vous aurez aussi accès à leurs 2 précédents jeux, donc Beards and Booty ainsi que Spies. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Il n'y a bien évidemment pas de frais de port puisqu'on est sur un print and play. Voilà donc pour Around the World in 10 to 15 minutes, un jeu qui est relativement sympatoche, relativement léger et très accessible, bien évidemment comme leur précédent jeu, mais ça présente plutôt pas mal. Ils sont de retour pour nous jouer un mauvais tour, très vieille référence, plus très à la mode, il faut bien l'avouer. World of Killforth, cette fois-ci du côté de chez GameFound, l'univers étendu de Killforth qui a eu, je crois, 3 épisodes. Donc j'ai un peu oublié les titres, vous pouvez voir, c'est Call of Killforth, Shadows of Killforth et Gloom of Killforth, donc les 3 jeux de l'univers de Killforth qui font vraiment de l'œil à Xavier qui apprécie beaucoup le concept, et donc ils font une campagne regroupant potentiellement, si vous le désirez, les 3 jeux en un seul même pledge, et pour l'instant sur GameFound ça marche pas du feu de Dieu, il faut bien l'avouer, 250 backers seulement, 13 jours avant la fin de la campagne. All or Nothing, donc l'éditeur,
n'a pas forcément la meilleure réputation qui soit, notamment, je crois qu'il y avait une première campagne qui était en VF, pas les suivantes, quelque chose comme ça, c'est un peu bordélique. Mais bon, quoi qu'il en soit, le jeu, en tout cas, enfin les jeux de Killforce sont généralement assez jolis, visuellement parlant, et les retours concernant le gameplay sont généralement très bons aussi. On est généralement sur des jeux pour 1 à 4 joueurs, en coop, si mes souvenirs sont bons, non, compétitif, excusez-moi, d'exploration. Essentiellement, quel que soit le jeu, hein, vous allez avoir un système de cartes qui vont venir composer un univers propre à chacun des 3 jeux, mais qui partagent un univers commun. Et à partir de là, chacun de vos personnages qui vont venir aussi s'enrichir de nouvelles cartes, etc. C'est un jeu d'exploration, de gestion de ressources, de développement de personnages, avec une sorte de narration, comment dirais-je, qui va venir émerger elle-même du jeu, plutôt que par des cartes avec masse de texte dessus. Il y aura aussi opportunité de prendre plein de add-ons via donc, la campagne de GameFound pour les autres jeux du même éditeur, souvent des jeux historiques, tels que vous pouvez les voir ici avec 1565 Saint Elmo's Pay par exemple, ou encore 1815 Scum of the Earth pour Napoléon. Voilà, donc vous aurez pas mal de pledges disponibles en add-on pour aller agrémenter un petit peu votre pledge de base, ainsi que votre ludothèque. Par contre, ça va éventuellement coûter très très cher au bout d'un moment, vous vous en doutez bien. World of Killforce est un livre pour avoir l'accès en fait à la campagne et à tous les add-ons qu'elle propose. Donc la seule récompense proposée, le seul niveau de pledge proposé durant la campagne semble un peu étrange, mais en fait c'est pour accéder à tout ce que vous voyez par la suite. Donc Call of Killforce, Gloom of Killforce, etc., etc. Toutes les extensions qui vont avec, la déluxification avec les playmates, etc., etc. Donc voilà, je pense que vous connaissez globalement l'univers de Killforce. Ils sont apparus 3 fois sur Kickstarter, même peut-être 4 fois d'ailleurs. C'est un jeu qui a quand même pas mal fait parler de lui, en tout cas à ses débuts. On en entend beaucoup moins parler désormais, mais je pense que c'était pas une grande nécessité que d'en parler en long, en large et en travers, d'où sa présence uniquement dans les entrées de la semaine. Mais c'était pour vous faire un petit rappel de l'univers de Killforce, toujours aussi joli certes, mais assez cher aussi quand on y regarde bien. Là par exemple, je prends l'exemple de Call of Killforce, la boîte de base sera à 50 livres, donc soit environ 60-65 € approximativement, mais ensuite vous avez les Deluxe Upgrades qui vont rajouter 20 livres par-dessus, les Ventures, donc des cartes supplémentaires qui vont encore rajouter 20 livres, Dark Call, une mini-extension qui va rajouter 5, donc là on est déjà plus ou moins à 95-100 livres, donc ce qui fait déjà très très cher, et c'est seulement pour Call of Killforce. Il y a 3 jeux dans cet univers là, et ensuite il y a aussi donc tous leurs autres jeux plus historiques on va dire, qui viennent se rajouter par-dessus, donc ça fait des collections très 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 chères. Voilà, donc à vous de voir si vous êtes suffisamment intéressé par World of Killforce, donc l'univers étendu de Killforce. Si vous manque 1 ou 2 jeux dans cette catégorie, dans cette range, dans cette gamme, voilà, c'est ça que je voulais plutôt dire, ça peut éventuellement vous intéresser. Il n'y a pas de VF, mais bon, vous serez prévenus. En tout cas, la campagne existe, elle est sur GameFound, elle a pour l'instant recueilli 250 backers et près de 30 000 livres 13 jours avant la fin de la campagne. Alors celui-ci, pour le coup, il est pas dégueu, et il bide un peu. Vous me direz pourquoi. Alors, si, j'ai une tentative d'explication que je mentionnais un peu plus tard, mais en tout cas, Bouquet, il y a 2-3 semaines, on parlait de La Fleur, qui avait fait son apparition sur Kickstarter, et qui, pour le coup, marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Là, Bouquet, on reste dans le, comment dirais-je, le champ lexical, double jeu de mots, floral, on va dire, mais ça marche pas terrible. On est seulement à 94 contributeurs, le jeu n'est pas encore financé, on est à quoi, 70-75% du seuil de financement, 16 jours avant la fin de la campagne. C'est le deuxième projet de Rough Draft Games, je ne connaissais pas, c'était All Rise, leur premier projet, The Ridiculous Game of Courtroom Debate. Je connaissais pas. Quoi qu'il en soit, leur deuxième projet c'est donc Bouquet, et ça bide un petit peu, pourtant le projet est pas dégueulasse en termes de gameplay. C'est pour 3 à 5 joueurs, c'est pour des parties qui sont relativement courtes, donc ça en fait un jeu très facile à sortir, puisque vous serez, comment dirais-je, j'allais dire débarrassé, mais c'est très très péjoratif comme terme, vous en aurez terminé de votre partie après 15 à 20 minutes, et c'est un jeu de... C'est un jeu assez difficile à décrire en détail. On va dire que c'est un jeu de contrôle de territoire avec pas mal d'interactions et un petit zeste de
de set collection, on va dire. Vous aurez ici une première fleur de base sur laquelle vous avez apposé des pétales de votre couleur. C'est un petit peu en cela que vient intervenir le mécanisme de contrôle de territoire. Il y aura parfois des insectes dessus qui vont vous permettre de rapporter plus de points, parfois également des pétales sur lesquels on voit encore un peu de rosée du matin, donc un petit peu d'humidité sur les pétales qui elles aussi vont avoir leur propre spécificité en termes de scoring de fin de partie, des pétales un peu plus en fin de vie, on va dire, qui s'apprêtent à faner ou à tomber, qui elles apporteront potentiellement des points négatifs en fin de partie. Vous aurez ensuite deux nouvelles fleurs sur les côtés qui vont venir s'ajouter de manière adjacente à la fleur de base, mais qui auront plus ou moins les mêmes principes de jeu. Et puis finalement, on va aller accoler un vase pour terminer la partie. Vous voyez ici les deux nouvelles fleurs qui vont arriver. Et puis ensuite le vase qui va venir s'ajouter en toute fin de partie et qui va aussi avoir des conséquences en termes de scoring. Voilà, donc la pétale de fleur de base fait 1 point, celle avec une abeille fait 3 points, celle avec de la rosée matinale fait 4 points, celle qui est déjà un peu fanée va vous faire du moins 2 points, mais vous aurez aussi potentiellement la capacité de l'utiliser contre vos adversaires par exemple, donc ça peut rester intéressant de la jouer malgré tout. Donc voilà, en termes de gameplay, le jeu a l'air relativement sympa, c'est très accessible, c'est très court, c'est pas vilain, visuellement parlant non plus, même si ça peut sembler un petit peu kitsch, il faut bien l'avouer, mais je trouve que le projet a un certain charme, et ça fait partie de ces vrais projets Kickstarter qu'on aimait voir au tout début de Kickstarter, en se disant vraiment que cet éditeur-là, sans la campagne Kickstarter, ne pouvait juste pas voir son projet arriver dans les galaxies de ses potentiels backers. Donc oui, ça fait plaisir à voir, mais pour le coup, on voit bien que ça n'a pas la même force de frappe que bien des campagnes de gros éditeurs, et du coup, ça marche pas des masses. Et en même temps, je vais vous parler tout à l'heure de raisons potentielles pouvant expliquer un petit peu l'échec de cette campagne. D'abord, les pledges. Vous avez le pledge de base à 20$, donc un jeu vraiment très accessible de ce point de vue-là. Encore une fois, financièrement parlant, vous n'allez pas risquer grand-chose. Ensuite, vous avez un pledge à 35$, intéressant sur le principe, puisqu'il va vous ajouter deux extensions. Là, l'extension Bugs in the Gardens, donc avec des insectes supplémentaires, et une deuxième un peu plus énigmatique, Cybernetic Assault Expansion, que vient faire le monde cybernétique dans un jeu de bouquet de fleurs, je ne sais pas. Et vous me direz, mais c'est parce que t'as pas assez consulté la campagne, t'as pas assez étudié ton sujet. Alors oui, peut-être, mais aussi et surtout parce qu'en fait, il parle pas des extensions, sauf ici. Donc, les extensions sont pas présentées en détail, il y a juste un petit paragraphe et demi pour vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on sait pas trop où on s'oriente avec ces extensions. Donc peut-être que c'est aussi en cela que les gens semblent un petit peu plus frileux, mais en même temps c'est là où il y a le plus de backers quand même. Bon voilà, il y a aussi un back potentiel avec All Rise, leur précédent jeu, à 60$ par exemple. Quoi qu'il en soit, le jeu a l'air relativement intéressant, même si je trouve l'ajout d'une extension avec une thématique cybernétique assez étrange, pour ne pas dire très étrange, mais en tout cas, de base, Bouquet a l'air relativement intéressant, et pourtant, ça marche pas des masses. Êtes-vous amateur ou amatrice de VTuber ? Je ne sais même pas si en France, en Occident de manière générale, c'est tellement à la mode, puisque je ne vis pas en France, il y a certaines choses, certains pans de la culture actuelle que je connais mal du coup en France, mais il me semble que c'est un truc qui émane plutôt à l'origine du Japon, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, Oshipush est un TCG, un jeu de cartes à collectionner de VTuber, avec une licence officielle d'une agence japonaise justement de VTuber. Ce sont des YouTubers avec en lieu et place d'une tronche telle que la mienne, quelque chose de bien plus présentable, à savoir des personnages animés qui, je pense, se basent sur les mouvements d'une personne qui se filme elle-même, mais dont l'image est modifiée pour ressembler à un personnage de manga en gros. Et en fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça, il s'agit d'un jeu de cartes à collectionner relativement classique, avec tout ce que ça comporte de mécanismes que l'on peut imaginer, avec différentes cartes toutes asymétriques, avec leurs propres spécificités, avec différents types de cartes qui combattent plus ou moins bien avec les autres.
et qui dit jeu de cartes à collectionner dit potentiellement gouffre financier éventuellement si jamais vous plongez vraiment dedans. Et pour ce qui est de la licence, pour ceux qui éventuellement connaissent, ils sont en collaboration avec l'agence Face Connect. Donc je n'y connais absolument rien, mais j'imagine que c'est un truc japonais. En plus, c'est, j'ai oublié de le préciser, la nouvelle campagne de Japanime Games, qui généralement se spécialise dans la localisation de jeux japonais. Donc a priori, ça doit être le cas. Et vous voyez que assez rapidement, ça peut monter très très haut avec du 125, du 500, du 550, voire même du 1000 $. Et oui, ça c'est le principe du TCG, du jeu de cartes à collectionner. Ça coûte rapidement très très cher. On voit ici un 9 999 $ pour ce pledge. C'est parfaitement ridicule, mais bon, vous me direz éventuellement, d'abord, si vous êtes fan de TCG, un petit peu comme Magic par exemple, et si dans cette catégorie de jeux, un jeu sur les VTubers, ça pourrait vous intéresser. En tout cas, bien heureusement, c'est pas mon cas. Voilà donc pour Oshé Push de VTuber TCG, donc Trading Card Game. Pas de VF ceci dit, ce qui pourrait éventuellement vous permettre de faire quelques économies si vous n'êtes pas trop amateur de la langue de Shakespeare. On enchaîne avec Good Dog Bad Zombie, deuxième édition d'un jeu précédemment sorti, avec pour titre quand même Bon chien, méchant zombie. Imaginez une VF, ça donne pas envie comme ça, mais bon, en même temps, c'est fun, c'est un peu déjanté, même si je suis pas très convaincu par la couverture qui me semble pas hyper belle en termes d'illustration, mais en tout cas, le jeu a déjà attiré quand même 500 backers, ce qui en fait un jeu qui, en semaine normale, aurait presque pu se retrouver dans les plats principaux de la semaine en réalité, parce qu'il y a quand même pas mal de backers, mais bon, il n'y a pas de VF non plus, c'est une seconde édition d'un jeu déjà sorti, donc je me suis permis de le mettre dans les entrées de la semaine. Il s'agit du 5e projet de The Tessa Collective, qui a jusqu'à maintenant produit quoi donc Coopoly, ok, Rise Up, Space Cats Fight Fascism, voilà une thématique originale, et Strike, The Game of Worker Rebellion. Donc ils aiment bien les trucs avec de la lutte, quoi, hein, en gros. Ça serait de la lutte ouvrière, de la lutte contre le fascisme. Ouais, enfin, ils aiment bien les trucs où on lutte, quoi, en gros, hein. Ok, pourquoi pas. Là, pareil, c'était pour Coopoly, Social Action, je vois aussi. On est sur les trucs très radicaux. J'ai raté mon pluriel. Quoi qu'il en soit, on n'est pas dans cette catégorie-là avec Good Dog Bad Zombie, à moins que on ait des chiens marxistes qui veuillent nous faire la leçon aux zombies un peu fascistes, hein, je ne sais pas, peut-être y a-t-il une sorte de métaphore, d'image que je ne saisis pas, mais en tout cas, ce bras levé me choque un peu. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une seconde édition, mais apparemment, leur première édition n'était pas passée par Kickstarter, parce que ça ne faisait pas partie des 5 projets mentionnés tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, dans Good Dog Bad Zombie, vous êtes sur un jeu coopératif dans lequel vous allez incarner des chiens, hein, nos fameux amis à 4 pattes, et vous allez explorer une ville que vous voyez ici, pas très joliment illustrée pour être tout à fait honnête, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez tous partir de Central Park, peut-être allusion à Central Park bien évidemment, et vous avez donc tout un tas de lieux dans la ville infestés de zombies, mais dans lesquels se trouvent également potentiellement des survivants, hein, les humains, que vous devrez essayer d'aider, sachant que les zombies ne peuvent pas vous blesser. Vous pouvez par contre en revanche vous les blesser, et vous devez surtout essayer d'aider les humains. Voilà, et puis bien sûr, chacun des chiens du jeu a ses propres spécificités, ce qui fait que il y a un petit peu d'asymétrie qui peut entrer un petit peu aussi en ligne de compte. C'est pas super bien produit en termes de matos, vraiment ça donne pas trop envie. Je suis pas très convaincu par les illustrations non plus. Mais bon, en tout cas, la thématique est un petit peu fun. Le gameplay est peut-être très bon là-dessus, je ne saurais pas vous le dire. Les pledge levels, rapidement, on a le jeu à 45 $, 60 si vous y ajoutez votre chien dans le jeu, puisque oui, vous aurez donc l'opportunité, en ajoutant donc 15 $ au pledge de base, de faire dessiner votre chien pour l'intégrer dans votre pledge. Donc vous pourrez jouer avec votre chien et ça c'est quand même sympatoche. Ensuite 60 $ également pour l'extension Weird Smells, Unlikely Allies et Puppy Pack.
Donc 3 extensions qui viennent approfondir un petit peu le gameplay. Vous pouvez ajouter dessus encore votre chien pour 75, etc. etc. Un petit exemple de chien qu'on peut intégrer dans le jeu. Voilà. Et je passe assez rapidement sur le reste ainsi que les frais de port puisque on n'est que dans les entrées de la semaine. Vous me direz éventuellement ce que vous pensez de Good Dog Bad Zombie, 506 contributeurs quand même 20 jours avant la fin de la campagne et déjà près de 40 000 € d'engrangés, mais pas de VF ceci. Pour celui-ci on pourrait être amené à penser qu'il y a une VF, mais non. Le Vent Rouge, on va le prononcer en anglophone quasiment, puisqu'il s'agit d'un jeu américain qui nous vient de Willpower Games. C'est son 5e projet sur Kickstarter, encore un éditeur dont je crois je n'avais pas encore entendu parler, en tout cas non, ça ne me dit rien. Syntheside, Sharpers in the Dark, non ça ne me dit rien du tout, et Death Divers non plus. Donc un éditeur que je ne connaissais pas, mais qui en est quand même à son 5e projet sur Kickstarter, Le Vent Rouge, A Game of French Thieves and Dice. Donc un jeu de dés et de voleurs français. Va-t-on parler de politiciens dans ce jeu ou d'Arsène Lupin? Lequel est le plus classe? Il y a un indice, c'est le second. C'est même pas un indice, c'est une réponse. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les voleurs, ça n'attire pas grand monde, ou alors ils se sont fait voler leur backer. 82 contributeurs seulement en fin de première semaine de campagne, 6200 € d'engrangés sur 13 000 nécessaires, donc en gros on est environ à 40-45% du seuil de financement, et pourtant visuellement je trouve que le jeu présente plutôt pas mal, il a une patte artistique assez particulière qui a un certain charme, c'est plutôt pas trop mal produit, on voit des plateaux double épaisseur notamment, les cartes sont pas vilaines non plus, assez sobres mais relativement classe. Bon, pour le reste, le plateau central a l'air d'être relativement classique aussi, mais il fait le job. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, vous allez jouer en sorte de semi-coop, mais ça reste fondamentalement un jeu compétitif, dans lequel on vous propose d'aller cambrioler une sorte de manoir rempli de trésors et de tunas. Vous pourrez vous entraider de temps à autre en gardant à l'esprit que fondamentalement il n'y aura qu'un seul vainqueur, mais il y aura aussi bien sûr des gardes, des pièges en tout genre pour vous empêcher de réussir votre mission, avec un système de placement de dés sur des cartes que vous aurez préalablement acquis par exemple. Les dés devront être posés sur des cartes de couleur de la couleur des dés, sauf les dés gris qui pourront être potentiellement mis en paire avec un dé approprié, comme on le voit ici, des oranges sur 4 oranges, et on peut y ajouter un dé gris pour rendre le pouvoir un peu plus puissant. C'est assez intéressant en termes de gameplay, visuellement je trouve que ça présente plutôt pas mal, la thématique est assez originale aussi, donc je trouve ça encore une fois, un peu comme tout à l'heure Bouquet, un projet relativement intéressant qui pour l'instant marche pas des masses. Donc voilà, je suis assez surpris de voir ces deux projets galérer pas mal. J'ai peut-être pas suffisamment exploré la campagne, peut-être que ça coûte trop cher, mais en même temps j'ai pas l'impression. 49 $ pour le jeu de base que vous voyez ici. Bon, ça me semble pas déconnant vu la qualité potentielle du matos qu'on a pu en travers voir tout à l'heure. La Deluxe est un petit peu chère par contre, on passe à 99 $. Simplement on va remplacer les petits jetons de joueurs que vous voyez ici, hein, les jetons très très classiques, par des standees en acrylique. Par exemple, on aura aussi des petits sacs en coton, en vinyle, je sais pas, pour stocker les petits jetons, etc. Il y aura aussi un petit effet de foil, donc de surbrillance sur le titre de la boîte. Bon, ça fait beaucoup de dollars supplémentaires pour finalement pas grand chose, même si on sait que les standees en acrylique ça coûte cher. Il y a même un pledge Renowned à 189 $ qui vous permettra aussi de faire votre apparition dans le livret de règles avec votre nom par exemple, une petite signature, enfin des petits trucs un peu pledge mécénat on va dire quoi en gros. Voilà donc pour le Vent Rouge, qui me semble ma foi plutôt sympa et qui pourtant, comme Bouquet tout à l'heure, bide un petit peu. Alors là je suis un petit peu perplexe parce que je me souviens avoir présenté The Seven Seas déjà sur GameFound, c'était le 24 mars, je check vite fait, le 24 mars dans le menu crowdfunding, donc il y a moins de 2 mois, et il refait son apparition toujours sur GameFound. Peut-être qu'il avait annulé, j'ai oublié, ou alors peut-être que la campagne était très longue, auquel cas je le prends pour une deuxième fois pour pas grand chose. Quoi qu'il en soit, The Seven Seas A New Start par Critical Hut, avec une VF, vous le voyez ici, jeu pour 10 ans et plus, pour 1 à 5 joueurs, pour 45 minutes la partie, qui présente pas trop mal visuellement,
Pour le reste, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 23 mars. Je vérifie encore une fois parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, c'est 24 mars 2024, dans lequel je présentais déjà le jeu. Donc, flemme, gain de temps, j'ai pas envie de le présenter à nouveau. Vous irez voir dans le menu crowdfunding donc du 24 mars dernier pour aller découvrir un petit peu plus de Seven Seas, qui était visuellement pas vilain. Bon, qui m'attirait pas plus que ça, mais qui avait des illustrations plutôt sympas, ceci dit. Dans un univers de jeux de pirates, comme on en voit assez fréquemment, il faut être honnête, hein, c'est quand même... Enfin, de pirates, en tout cas de navigation maritime, à minima. Une thématique qu'on voit quand même assez fréquemment, donc pas spécialement originale, mais plutôt pas mal présentée. Donc vous me direz ce que vous en pensez de Seven Seas, A New Start, 104 backers, 22 jours avant la fin de la campagne. Vous aimez le concept de Nemesis, mais vous n'êtes pas trop fan de la thématique. Vous préféreriez jouer un Comanche ou un Cowboy. C'est possible grâce à Guns of the Old West, désormais sur GameFound, qui pour l'instant a recueilli 195 backers en fin de première semaine de campagne, c'est pas trop mal. On est à 35 000 livres d'engrangés sur 50 000 nécessaires, donc bon, ça quand même, ça se porte plutôt pas trop mal, on est à environ 75% de seuil de financement, 24 jours avant la fin de la campagne, et qui plus est, Wolfstorm Entertainment propose une VF digitale. Alors, le matériel sera imprimé en anglais, et il y a beaucoup de texte, mais apparemment, tout le texte, tous les composants qui comportent du texte, seront disponibles en version digitale en français également, donc il y a quand même moyen d'y jouer en groupe francophone, exclusivement francophone, pas forcément de manière idéale, mais ça peut se faire. Quoi qu'il en soit, c'est pour 2 à 8 joueurs, ça fait du gros groupe potentiellement, pour des parties de environ 90 minutes. On est sur un jeu, donc comme je disais en mentionnant Nemesis, de coop slash semi-coop, avec potentiellement un traître, mais vous n'êtes pas obligé d'intégrer cette mécanique dans le jeu si c'est un truc qui vous intéresse pas. Donc vous pouvez jouer full coop, vous pouvez jouer aussi semi-coop, un jeu en campagne, mais également avec des scénarios uniques, one-shot, qui vous permettent de prendre un petit peu le jeu par le bout que vous souhaitez, hein, selon votre groupe, selon vos volontés, selon vos desiderata actuels, selon la configuration du groupe qui est le vôtre aujourd'hui. Voilà, par exemple. C'est un jeu donc d'exploration, de campagne, de développement de personnages, avec également des masses de cartes, un petit peu à la 4X également, on va le voir, assez riche en matos. On voit ici déjà 3 boîtes, donc ce qui vous dit déjà que il va y avoir du matos, il va y avoir du pledge assez cher aussi, vous vous en doutez. Alors, continuons. Vous avez directement un petit aperçu des différents pledges ici, mais on va les voir un peu plus en détail par la suite, donc pour l'instant, ça, je zappe. Visuellement, bon, on est sur quelque chose qui présente plutôt pas mal, même si ça fait très dessin digital, un peu moderne, dont je suis pas forcément le plus fan, mais en tout cas, ça présente plutôt pas trop mal. Je ne sais pas s'il y aura d'autres maps que celles que l'on voit ici, j'espère que c'est le cas pour un peu renouveler l'expérience, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup d'embranchements scénaristiques, donc même si on est sur une seule et même map, peut-être que ça suffit pour avoir un jeu vraiment satisfaisant. Vous le voyez aussi pas mal de personnages accessibles, avec bien sûr leurs propres spécificités asymétriques. Il y a masse de cartes à aller choper, pour aller choper donc bien sûr du matériel supplémentaire par exemple, ou diverses, comment dirais-je, éléments de gameplay qui vont faire progresser votre personnage au fur et à mesure de l'aventure. Il y aura différents événements qui vont venir à vous arriver bien sûr. Il y aura donc ce fameux mécanisme à intégrer ou non, selon votre choix, de traître qui peut entrer en ligne de compte aussi, c'est assez intéressant. Les missions en one shot vont durer entre 30 et 45 minutes, donc relativement facile à sortir pour le coup. En revanche, si vous jouez en mode campagne, ça peut prendre de 120 à 320 minutes, donc ça fait quand même une sacrée différence. Ça fait donc 2 heures jusqu'à du coup 320 minutes, ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 6 heures, c'est ça? Si mes calculs sont pas trop nazes. Oui, c'est ça, un peu moins de 6 heures, ouais. 2 à 8 joueurs, 14 ans et plus, donc avec les missions individuelles ici, les missions en campagne ici. Beaucoup plus cinématique, beaucoup plus immersif, bien évidemment, vous l'imaginez bien, mais quand même. On a donc le plateau central que vous voyez ici, qui est double face, parce qu'on a aussi une face saloon, j'imagine. Ensuite, on a aussi des tuiles de train, hein, puisqu'il y aura bien évidemment, comme tout bon jeu dans le Far West, des passages dans un train.
même plusieurs, j'imagine, parce qu'il y a pas mal de tuiles qui composent un train apparemment. On aura potentiellement des miniatures aussi, en voulez-vous, en voilà. Il y a différents personnages que vous pourrez être amené à développer, à choper du loot, à choper des éléments de matériel supplémentaire, etc. etc. Des cartes d'items telles que l'on voit ici, hein, des balles, on voit des bottes en cuir, on voit des kits de soins par exemple, etc. etc. Des cartes de blessures, des cartes de mission, des dés, des cubes, bref, pas mal de composants, vous le voyez ici, c'est un jeu quand même assez lourd en matos. Ici, une petite présentation de certains des personnages rapidement, hein, le Marshal, le Texas Ranger, le Sheriff, le Deputy, le Ringleader, le Bandit, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a différents types de personnages, le Slash que vous voyez ici, bref, asymétriques bien sûr tous, hein. Vous le voyez déjà sur le différents plateaux que vous voyez ici, qu'ils ont déjà quelques spécificités qui leur sont propres. Lui, par exemple, ne se bat qu'avec des couteaux de jet, alors que lui aura bien sûr une arme à feu, donc avec une portée plus grande, etc. etc. Visuellement, encore une fois, le jeu présente plutôt pas mal. Ça respecte plutôt en plus la thématique, qui est une thématique relativement populaire auprès des joueurs en plus de ça. C'est en VF, même si c'est digital essentiellement. Ça reste intéressant malgré tout, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a un certain charme, mais en même temps, visuellement, je suis pas tout à fait convaincu. Là, par exemple, je trouve que le cheval est assez dégueulasse, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va passer assez rapidement aux différents niveaux de pledge, en voyant qu'on a aussi des personnages jouables qui font partie des Indiens d'Amérique, des natifs américains, on va dire. Et donc, les pledges, rapidement, attention, ça va coûter cher, je vous ai prévenu, hein. Le pledge qui est mis en avant ici, c'est le Frontier Conquest Edition avec toutes les boîtes disponibles, les 3, plus les stretch goals, 171 livres. Si vous voulez partir sur quelque chose de plus abordable, le jeu de base plus les stretch goals, c'est déjà 79 livres, donc c'est déjà un peu cher, c'est déjà pas loin de 100 € quand même. Le Saloon Showdown à 104 livres, le Frontier Fury 146 livres, pas dollars, excusez-moi. Donc voilà, c'est quand même un jeu assez cher, il faut être sûr de son choix si vous décidez de le backer. C'est pour ça que je pense pas parler trop du jeu en détail, parce que ça reste un jeu très cher, d'une compagnie pas spécialement très connue, qui pour l'instant galère un petit peu à aller chercher son financement. Donc bon, je le signale parce que le projet, mine de rien, est quand même potentiellement intéressant. Mais bon, attention quand même, prenez ça avec des pincettes. Je connais pas très bien l'éditeur, ça galère un petit peu, c'est très cher, donc faire attention quand même. Celui-ci, je vous l'annonce tout de go, hein, je n'ai pas tellement étudié la campagne, parce qu'il y a beaucoup de trucs cette semaine, et qu'en plus de ça, c'est une multi-campagne d'un éditeur que je connaissais pas, Amsterdam Board Game Design, donc j'imagine un groupe de créateurs hollandais, hein, qui se réunissent à Amsterdam pour créer des jeux ensemble, et du coup, ils lancent une campagne pour 3 jeux, je crois, Graftonland, Time Zoo et Babel. 243 contributeurs pour l'instant, donc ça marche plutôt pas trop mal pour une première campagne. 7000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, et c'est la première saison, ce qui veut bien dire que théoriquement on aura droit à d'autres jeux à l'avenir de ce groupe de créateurs. On a donc ici 3 jeux qui sont tous pour 2 à 5 joueurs, qui sont tous des jeux de cartes avec des créateurs différents. Avec ici Babel qui reprend la tour de Babel, mais avec une sorte de jeu de mots. J'ai l'impression que je comprends pas très bien, mais j'ai pas cherché à comprendre non plus de toute façon. C'est un jeu ici coopératif. Ensuite on a Grafton Pand, j'ai dit tout à l'heure Grafton Land, non c'est un P, ce n'est pas un L. Grafton Pand qui là pour le coup est un jeu de draft pour 2 à 4 joueurs qui est plus compétitif pour le coup. Et puis finalement Time Zoo, donc la thématique des zoos bien évidemment, qui là encore est un jeu compétitif pour 2 à 5 joueurs. Voilà, ça présente pas trop mal, c'est un petit côté amateur qui peut avoir son charme également. Vous me direz ce que vous en pensez. Les 3 jeux sont à 13 €, donc encore une fois, on ne va pas se ruiner sur ces pledges. On peut même coupler en prenant les 3 jeux à 30 €, donc avec une petite ristourne au passage. Vous avez un petit peu plus de détails concernant chacun des jeux sur la partie basse de la campagne. J'aime bien par contre visuellement Babel, je trouve que la DA est plutôt pas vilaine pour celui-ci. Je suis un petit peu moins convaincu par Grafton Pand, d'autant plus que la thématique m'attire pas des masses non plus. Time Zoo, ouais, la DA me convainc pas des masses, mais ceci dit, ça peut être sympatoche quand même. Et puis bon voilà, on est vraiment sur des petits créateurs qui lancent leur premier projet, donc il y a quand même aussi ce petit charme kickstarterien, si j'ose un petit peu le néologisme.
qu'on ne voit finalement plus si souvent que ça. Voilà donc pour ce qui est de cette première saison de Amsterdam Board Game Design. 243 contributeurs, pas de VF ceci dit, mais on a l'air d'être sur des jeux plutôt language independent comme on dit, donc pour lesquels si une personne comprend les règles, il n'y a pas de texte sur le matos, donc si la personne en question est capable de vous expliquer le jeu, vous pourriez y jouer malgré tout. 243 contributeurs, 7200 € approximativement d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. On parlait tout à l'heure de trahison, revoici un jeu qui pourra potentiellement vous offrir des expériences de traîtrise. Il s'agit de The Big Bad Wolf, où on reprend un petit peu le conte pour enfants avec les 3 petits cochons et du loup qui va venir souffler sur leur maison pour qu'elle s'effondre sur eux. 406 contributeurs, c'est un jeu qui marche plutôt pas mal, avec 7000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, avec une DA toute mignonne, toute choupie, mais un jeu de bluff et de trahison quand même. C'est pour 2 à 6 joueurs si mes souvenirs sont bons, oui ça, 2 à 6 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties relativement courtes de 15 minutes. Et en fait simplement vous allez mélanger toutes les cartes, donc les cartes de petits cochons et de loups bien évidemment. Vous allez piocher 3 cartes, à partir de là vous allez en passer une à un joueur de votre choix qui va décider s'il la prend, s'il imagine qu'il y a un loup dedans, etc. À partir de là il peut passer ces cartes-là à ses voisins suivants, ou retourner en espérant qu'il n'y aura pas de loup, en faisant confiance ou non au joueur précédent qui lui aura filé son paquet de cartes, etc., etc. Et bien sûr, si vous prenez le loup, vous perdez des points, et le but étant d'aller gagner 20 points avant les autres joueurs autour de la table. Il y a aussi 2 petites extensions, je crois, ou une extension, je ne sais plus. Voilà, c'est ça pour le petit chaperon rouge, qui vient ajouter des conditions de scoring supplémentaires avec le petit token, justement, de petit chaperon rouge, mais également la carte de la grand-mère, et également la carte du loup déguisé en grand-mère, ou encore la carte du chasseur. Voilà donc quelques petits éléments de gameplay supplémentaires pour enrichir un petit peu le gameplay d'un jeu qui fondamentalement est très accessible, très simple malgré tout, et qui vous propose un pledge de base à 20 $, qui peut aller jusqu'à 30 $ si vous ajoutez justement la petite extension avec le petit chaperon rouge. Voilà donc pour ce qui est de The Big Bad Wolf, 406 contributeurs, encore une fois pas de texte sur les cartes si ce n'est le nom de la carte. Ici on voit que c'est pour la maison de paille par exemple, mais bon ça n'a pas une grande importance en soi, donc encore une fois si vous avez un joueur anglophone qui peut vous expliquer les règles, ça reste jouable malgré tout. Big Bad Wolf, 406 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Chaque semaine, ou presque, on y a droit, voici venu l'heure des jeux de chats, des jeux avec des chats. Cette fois-ci, avec qui plus est, un jeu de mots pas très drôle, Catstronauts, donc les chats-astronautes, c'est un tout petit peu mieux en français, et encore. Pour l'instant, le jeu est financé avec 20 000 € d'engrangés, 350 contributeurs, parce qu'il y a quand même toujours autant de fans de chats quand même. 26 jours avant la fin de la campagne, c'est le 16e projet de Atlas Games. Pourtant, ça me dit rien. Donc ça doit être un éditeur qui fait des jeux avec des campagnes relativement, comment dirais-je, confidentielles, on pourrait dire. Pourtant, j'étais abonné, donc si, j'ai déjà dû traiter des jeux de chez eux, j'imagine. Ah bah oui, God's Forge, qui avait l'air joli, okay, qui était très joli d'ailleurs. Par contre, je me souviens pas des suivants, donc ça a dû me passer sous le nez, on va dire simplement. Mais oui, c'est des campagnes... Ah, quoique Dice Miner avait quand même pas mal parlé de lui à l'époque, je me souviens. Il y avait un truc avec Game of Thrones, qui avait pas la licence apparemment. Ok, je connais pas très bien, je crois que Gloomy, je l'avais traité dans mon crowdfunding quand même à l'époque aussi. Donc bon, un petit éditeur qui fait pas des grosses campagnes, mais qui quand même en propose un certain nombre. Et cette fois-ci, c'est donc Catstronauts, qui apparemment se base sur une BD, certainement plus connue de l'autre côté de l'Atlantique, j'imagine. J'ai jamais entendu parler de ça en France, pendant que j'y étais en tout cas, mais bon, en même temps ça fait tellement longtemps que je n'y suis plus. C'est un jeu coopératif, donc sachez-le également, un jeu coopératif avec un plateau central avec différentes tuiles hexagonales. Vous allez chacun avoir un chat différent avec sa propre spécificité bien sûr également, et un petit peu de gestion de main, de gestion de ressources un petit peu, avec des petits standees de chats astronautes,
de chastronaute. Je vais garder mon jeu de mots jusqu'au bout, j'assume. C'est assez mignon, mais bon, je connais pas du tout l'univers de la BD d'origine, donc un peu difficile d'en parler. Le jeu est-il bon, n'est-il pas bon? Là-dessus, je ne pourrais absolument pas vous le dire, mais bon, si vous êtes amateur de chats, de jeux coopératifs, de trucs un petit peu mignons, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Il y a même une petite extension par-dessus. Bon, j'avoue que au-delà de ça, visuellement, je trouve ça pas très convaincant, je trouve ça pas très joli non plus. Donc pour les pledges de base, on a 39$ ici pour le pledge de base. Ensuite, on a le pack Possum, encore un petit jeu de mots pas très drôle, à 59$ pour ajouter des stickers, ainsi que je pense l'extension, voilà ici. Et puis le Tuna Supernova, encore un jeu de mots, et hors de stock j'imagine, sold out, oui c'est ça. Donc il y avait rupture de stock sur le pledge, qui pourtant ne doit pas être encore parti en presse, en impression. Donc ouais, bizarre. Quoi qu'il en soit, pas de grande importance, mais bon, vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Voilà donc pour ce qui est de Catstronauts, The Board Game, 350 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Le projet est financé, mais attention, pas de VF pour celui-ci non plus. Dernière entrée de la semaine, il s'agit d'un petit détour du côté de chez Ulule. Qui dit Ulule dit page en français, égale pas tellement besoin de Kevin. Pour en apprendre plus, il vous suffira de consulter la page que vous voyez ici pour en savoir plus concernant 11 gagnants, qui est donc un jeu de gestion de main relativement classique comme on en voit, comme on en connaît des dizaines. C'est pour 9 ans et plus, donc un jeu relativement simple, accessible pour 2 à 4 joueurs pour des parties très courtes de 10 minutes environ. Pour l'instant, 42 contributions, il reste 44 jours avant la fin de la campagne. Les campagnes sont souvent assez longues sur Ulule. Donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Ça coûte pas très cher, on est sur un truc à 15€ pour le jeu, plus une dédicace, mais bon, ça n'a pas une grande importance. Donc pour le reste, comme d'habitude quand on parle d'un projet Ulule, je vous laisse consulter vous-même la page de la campagne. Ça ira tout aussi vite que si vous la consultiez avec moi. Voilà, donc par contre je vois qu'il n'y a pas énormément d'informations, mais bon, en même temps, le jeu a l'air d'être très simple, donc c'est pas forcément un mal. Voilà pour 11 gagnants, 1206€ d'engrangés sur un objectif de 3000, donc on est actuellement à 40% du seuil de financement, mais bon, il reste quand même pas mal de temps, ça devrait pouvoir se faire, et qui plus est, fabrication française, on le note aussi quand même. Voilà donc pour 11 gagnants, et c'était également la dernière entrée de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Le premier plat principal de la semaine nous vient de Phalanx, et pourtant, pour cet éditeur polonais qui nous avait habitués à des VF assez fréquemment pour ces jeux, eh bien cette fois-ci, on n'y aura pas le droit pour Hannibal et Amilcar. On aura le droit en revanche à des mini en métal très classe, certes, mais pas de VF. C'est quand même un petit peu dommage. Ceci dit, la campagne sur GameFound se porte plutôt pas mal, avec 900 contributeurs, 6 jours avant la fin de cette très courte campagne, et déjà près de 100 000€ d'engrangés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, les deux jeux ont déjà connu une sortie par le passé, 2018, quelque chose comme ça si mes souvenirs sont bons. Ils ont tous les deux connu de très bons retours de la part des joueurs. On est essentiellement sur des jeux à 2 joueurs, même s'il y en a un des deux qui a un mode solo également, pour lequel il faut backer un petit add-on qui plus est. Et on est sur des jeux de guerre, comme souvent avec Phalanx, des jeux de confrontation historique. Là encore une fois, on est sur la ligne habituelle de Phalanx, jeu de contrôle de territoire, de guerre, avec une forte composante gestion de main, donc avec beaucoup de cartes. Même si on verra qu'il y a un jeu qui est un peu plus déterministe que l'autre, parce qu'il y en a un autre qui, lui, est plutôt avec gestion du combat par dés, même s'il y a beaucoup de cartes, et l'autre uniquement avec des cartes, donc plus déterministe. On verra donc un petit peu plus ça en détail par la suite. Pour les pledges, rapidement, vous avez ici le Hannibal plus Hamilcar. Je ne sais pas pourquoi je prononce ça en anglais tout d'un coup. Hannibal et Hamilcar plus les miniatures en métal. Donc 160€, ça coûte cher. Mais bon, j'ai dit tout à l'heure, miniatures en métal, ça coûte cher. Ensuite, vous pouvez choisir Hamilcar ou Hannibal pour 45€. Ensuite, uniquement les miniatures en métal, parce que vous avez déjà les deux jeux, éventuellement. Ou ensuite Hamilcar et Hannibal, mais sans les miniatures, le tout pour 80€. Vous avez ensuite de la deluxification en add-on, par exemple vous pouvez prendre du tapis de néoprène, vous pouvez prendre ici le mode solo pour Hannibal que je mentionnais tout à l'heure, qui n'est pas inclus dans la boîte de base, il faut donc prendre ce petit add-on à 10€. Vous pouvez prendre des sets de dés additionnels, vous pouvez prendre des tapis de dés, etc. etc.
Pour le reste, voilà, ici Hannibal, donc c'est pour 1 à 2 joueurs, c'est pour des parties assez longues, hein, vous le voyez, de 1 à 4 heures. Ça peut aller assez rapidement, comme ça peut s'éterniser un tout petit peu potentiellement, mais qui a reçu en tout cas beaucoup de prix, notamment via des, comment dirais-je, des prix de Golden Geek, donc sur Board Game Geek. 2018 je crois, encore une fois, hein, je suis pas très sûr. Là pour le coup on est sur un jeu fondamentalement de gestion de main, avec donc des cartes, avec de la gestion de territoire, de contrôle de territoire on va dire, et de guerroiement bien évidemment, avec des unités type asymétriques, et puis les combats vont être résolus via les cartes elles-mêmes, donc relativement déterministes pour le coup. Et puis ensuite on a Amilcar qui dure 2 à 4 heures exclusivement pour 2 joueurs pour le coup. Encore une fois, très joli jeu également, hein. Visuellement c'est des jeux assez classe, qui pour le coup vous propose une expérience relativement similaire, donc gestion de main, bataille navale ainsi que terrestre, mais ceci dit avec gestion des combats, résolution des combats par les dés, donc il y a cet aspect un peu plus chance et hasard qui rentre aussi en ligne de compte pour Amilcar. Voilà, pour le reste, je passe assez rapidement, je ne suis pas du tout expert en jeu de guerre, on va dire, de wargame, même si les jeux de phalanx sont souvent un petit peu à cheval entre le jeu de guerre et le jeu de plateau plus typique, qui nous intéresse nous plus particulièrement. Voilà, pour le reste, un petit aperçu des différents standees, des différentes unités que vous pourrez envoyer sur les différents théâtres de conflit. Ensuite pour le shipping, parce que oui ça y est, on est dans les plats principaux de la semaine et non plus dans les entrées, donc on doit aussi maintenant parler un petit peu de frais de port. Pour le Canada, 15, 20, 35 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, ou l'espace Schengen, 12 à 18. Un peu moins cher bien sûr pour la Pologne, vous l'imaginez. Ensuite pour nous qui sommes au Japon, donc Asia, 25 à 42 euros de frais de port, c'est évidemment un poil plus cher. Mais donc voilà, si vous êtes fan de jeux de guerre, de gestion de main éventuellement, de cette période historique tout à fait particulière, eh bien vous serez peut-être satisfait de voir cette nouvelle édition de Hannibal ainsi que de Amilcar, actuellement sur GameFound en campagne, avec 900 contributeurs, alors que vous entendez peut-être une campagne de politiciens derrière moi. Ouais, une voiture de politique. Ils font souvent ça ici au Japon, c'est assez particulier. Ouais. Venez au Japon, regardez ça, c'est très drôle. Ils sont dans des voitures avec des haut-parleurs sur les toits et ils récitent leurs textes. Personne les écoute et ils passent en voiture avec des gants blancs dans leur voiture. Tous, ils ont des gants blancs et ils vous saluent un petit peu façon reine d'Angleterre. Mais c'est très bizarre, c'est très particulier la politique au Japon. On s'en fout, ça n'a aucun rapport avec Hannibal et Amilcar, mais bon, c'était l'occasion d'en parler, c'était fun. On passe au prochain projet. Les maîtres de l'univers sont de retour sur GameFound. Arkane Studio propose cette fois-ci Masters of the Universe Battleground, un jeu qui était déjà sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2022 ou 2023, quelque chose comme ça, et pour lequel ils refont une campagne sur GameFound, qui pour l'instant se porte pas trop mal, avec près de 1500 backers, près de 400 000 $ d'engrangés, 11 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu d'escarmouche avec des miniatures pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes dans l'univers de Master of the Universe. Donc je crois que c'était comment... ça veut rien dire. Hein. C'était comment le titre en français de ce truc-là? J'ai oublié, mais avec Ultraman ou un truc comme ça, voilà, le personnage principal que l'on voit ici, hyper baraqué. 8.5 sur BGG ça. Ok. Pour des parties de 60 à 120 minutes, ouais, bon, encore une fois, avec une VF, hein, j'aurais dû le mentionner aussi, mais de toute façon, vous aurez le petit drapeau comme à l'accoutumée, vous vous en doutez bien, avec donc cette énorme map centrale, avec des petites tuiles hexagonales qui la composent, des cartes d'équipement, d'items en tout genre pour chacun de vos personnages, et à partir de là, on est sur un jeu d'escarmouche relativement classique, avec moult extensions potentielles que vous voyez ici, donc ça va coûter très cher potentiellement également. D'ailleurs, vous voyez ici un discount, save up to 203 $. Wouhou. On peut économiser jusqu'à 203 $ comparé au prix en boutique. Quand vous économisez 203 $, ça veut dire que vous en dépensez 800, théoriquement, on est d'accord. Continuons, parce que de toute façon j'ai déjà mentionné cette campagne non, mais ce jeu-là, lors de sa première campagne, je sais plus si c'était sur GameFound ou sur Kickstarter à l'époque, donc on passe assez rapidement, d'autant plus que c'est un jeu d'escarmouche, donc encore une fois je suis pas du tout expert et j'ai l'impression, mais certainement fausse et erronée, que les jeux d'escarmouche sont tous un petit peu les mêmes, j'ai du mal aujourd'hui à articuler.
En tout cas, au moins il y a plusieurs maps, c'est déjà sympatoche. Il y a plusieurs différents personnages avec leurs propres compétences asymétriques, donc il y a quand même pas mal de rejouabilité. Simplement, je suis pas du tout connaisseur, donc j'ai pas envie de dire de conneries, donc je m'arrête là. Simplement, les rewards, jusqu'à quel point ça va coûter cher. On a ici le pledge Man at Arms à 250 $, qui comporte déjà pas mal d'extensions. Le Royal Guard 99, 99, 139, 469, c'est le plus cher. C'est le all-in. Le Champion of Grayskull, 470 $, avec donc 200 $ d'économie, entre guillemets, par rapport au prix en boutique. Oh, c'est quand même relativement intéressant comme discount, si tant est que ce soit véridique, bien évidemment, vous l'imaginez bien. Et bien sûr, il y aura le shipping qui va venir contrebalancer un petit peu cet intérêt économique du discount. Pour l'Europe, ça va aller de 18 à 19, ça va honnêtement pour les frais de port, parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Pour le Canada, 38 à 56, ça pique un peu plus. Et puis nous, apparemment, en Asie, on n'a juste pas le droit de toucher au jeu, apparemment, même avec un bâton. Voilà. Heureusement, je ne m'intéresse pas trop à Masters of the Universe de toute façon. Quoi qu'il en soit, Battleground pour l'instant se porte plutôt pas mal avec 1500 backers 11 jours avant la fin de la campagne, actuellement donc sur GameFound. Vous le savez désormais si vous suivez le menu crowdfunding de manière assidue, et j'espère pour vous, mais Gabe Barrett propose depuis 3, 4, 5, 6 mois maintenant, chaque mois, le Solo Game of the Month, donc le jeu solo du mois, qu'il va un petit peu choper de ci, de là, à travers les différents pays de la planète. Il chope un petit jeu en solo et il l'édite et le propose sur GameFound. Parfois ce sont des jeux de sa propre création, bien évidemment aussi. Ici c'est donc Hunted, Mining Colony 415, alors il n'a pas la licence, mais clairement on est sur du Alien, hein, vous le voyez, on est donc sur un jeu solo qui, comme d'habitude avec Gabe Barrett, se porte très bien. Il a réussi avec sa gamme Solo Game of the Month à attirer un public de fidèles désormais, hein, toujours plus de 1000 backers, quoi qu'il arrive, 1083 backers après une semaine de campagne, 13 jours avant la fin de cette dernière, et déjà 22 000 $ d'engrangés. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, oui vous pouvez y jouer à 2 également, mais c'est essentiellement un jeu solo. Pour 20 minutes la partie, on est donc sur un jeu d'horreur, bien évidemment, d'aventure, de survie dans cet univers un petit peu à la Alien, avec des cartes bien sûr comme vous voyez ici. On mentionne un joueur alors qu'ici c'est pour 1 à 2 joueurs. Pourquoi 1 à 2 joueurs? Est-ce qu'on peut simplement répartir un petit peu le gameplay à 2 joueurs en simplement prenant les décisions ensemble, en faisant donc un faux coop mais jouable à 2, comme en fait tous les jeux solo peuvent se jouer à 2 si on va par là? Peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de petit module qui permet d'y jouer à 2? Je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas aperçu ça dans la page de la campagne, peut-être que je suis allé un petit peu vite, mais bon. Quoi qu'il en soit, le jeu vous coûtera 24 $ en version physique. Si vous le voulez en PNP, donc en Print and Play, c'est 5 $. Et si vous voulez l'Update Pack, parce qu'il s'agit ici d'une seconde édition d'un jeu de Gabe Barrett lui-même précédemment édité, c'est 9 $ pour aller donc un petit peu mettre à jour votre jeu. D'ailleurs, en quoi le jeu est mis à jour, juste par curiosité? Je vois pas l'Update Pack. Ouais, je sais pas en quoi le contenu a été modifié. Pas très important en soi. Le shipping, encore une fois, comme tous les jeux Solo Game of the Month, c'est quand même très très abordable. Pour nous qui sommes en Asie, c'est 5 $. Pour le reste d'entre vous, Canada, États-Unis c'est un peu moins cher. Canada, Union Européenne, c'est 6 $ de frais de port. Donc très très abordable aussi à ce niveau-là. Mais pour vous qui éventuellement êtes fan de jeux solo, si jamais vous découvrez le menu crowdfunding à l'occasion de ce numéro, checkez la page de Gabe Barrett sur GameFound, checkez les prochains mois également, parce que quasiment mensuellement maintenant, il propose des jeux solo qui généralement ont l'air d'être très sympas. On a vu récemment Dyson Crusoe, Quests Over Coffee, ou encore Rome, qui avait l'air d'être un peu plus ambitieux, qui avait attiré quand même 2500 backers, c'était le record jusqu'à présent. C'est aussi lui qui avait proposé Robomon il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, qui reprenait un petit peu Pokémon mais avec des robots, qui avait plutôt bien marché aussi. Voilà pour ce qui est en tout cas j'ai oublié le titre, Hunted Mining Colony 415, seconde édition. Ça aussi, ça va aller très très vite, parce qu'en fait, il s'agit de Crokinole encore une fois. Un Crokinole, c'est un truc qui existe depuis 200 ans, donc on n'a pas besoin d'en parler en long, en large et en travers.
on est sur un jeu d'adresse avec un plateau central en bois, on a des petits palets et on va essayer de les faire tomber dans ce petit trou pour scorer des points et de dégager les palets des autres joueurs avec les siens dans le réceptacle qui entoure le plateau en bois ici. C'est toujours aussi sympa sur le papier, c'est un peu le jeu de dextérité par excellence, en tout cas c'est le jeu de dextérité un petit peu ultime, parce que ça coûte quand même très très cher aussi, mais Seth Hyatt, c'est un des créateurs qui fait beaucoup de croquinole, de plateaux de croquinole en fait. Je me demande s'il fait pas que ça d'ailleurs. Non, il a fait des sacs aussi. Vous voyez, il fait beaucoup de campagnes sur des plateaux de croquinole. Il a fait des jeux aussi, là, apparemment, The Golden Cells, Yummy Yummy Pancake, ok. C'est lui qui avait fait Viceroy. Tiens donc. Ah, ok, il fait aussi des jeux quand même. Il fait aussi éditeur en tout cas, quoi qu'il en soit. C'est Mayday Games. Et donc, Crokinole, c'est donc un jeu d'adresse qui est extrêmement connu, mais plutôt sur le continent américain qu'en Europe, j'ai l'impression. En Europe, j'ai jamais entendu parler de Crokinole, mais allez checker des vidéos parce que c'est vrai que moi qui suis pas fan de jeux de dextérité, le Crokinole ça donne quand même envie. Alors par contre, ça prend une place monstre, hein, vous le voyez, il faut un sac de transport tel que celui-ci pour pouvoir le transporter, mais c'est pas un jeu qu'on transporte tellement, j'ai l'impression de toute manière. Mais en tout cas, voilà, jeu qui a l'air d'être assez fun, que j'aimerais bien essayer un jour, alors que pourtant, je suis pas très très fan des jeux de dextérité de manière générale. Peut-être parce que je suis un peu une quiche à ce niveau-là, justement. Voilà pour Crokinole, j'ai même pas parlé des prix, mais bon, vous l'avez vu hein, ici, c'est 99 $, j'imagine qu'on a des pledges un petit peu plus conséquents aussi, 99, 139 si vous prenez la housse de transport avec, vous pouvez en prendre plusieurs plateaux également, bref. Ça peut coûter assez cher, il faut le savoir aussi, mais c'est loin, 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 loin d'être les plus chers que j'ai vus. Des tableaux, enfin des plateaux de Crokinole, généralement ça dépasse plutôt les 150 voire les 200 $ quand c'est de la très très haute qualité. Donc sachez-le. Et pour l'instant, donc cette campagne se porte très très bien, puisqu'on est à 3078 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne, et déjà 375 000 € d'engrangés. On enchaîne avec un nouveau détour du côté de chez GameFound, avec un nombre de backers qui pourrait faire penser à un jeu que j'aurais dû présenter dans les entrées de la semaine et non pas dans les plats principaux, mais Dark Omen, il a l'air prometteur quand même, donc je le présente dans les plats principaux. Dark Omen, c'est un jeu coopératif, comme vous pouvez le voir ici, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties par contre assez longues, sachez-le, 2 à 4 heures la partie pour Dark Omen, qui, au-delà de ça, au-delà de l'aspect long du jeu qui pourrait le faire paraître pour ce qu'il n'est pas, à savoir un jeu expert, c'est plutôt un jeu accessible en termes de règles, mais assez complexe pour ce qui est d'espérer remporter une partie. On est actuellement à 270 backers, 51 000 € d'engrangés, le projet est donc pas très loin d'être financé actuellement, 18 jours avant la fin de la campagne. C'est donc un jeu coopératif, d'exploration, un petit peu façon RPG, il y a beaucoup d'éléments de RPG, vous allez le voir, avec pas mal d'humour, avec quelques petits mécanismes un petit peu what the fuck, mais dans le bon sens du terme, en tout cas si on apprécie ce genre de choses. Mais c'est vrai que les mécanismes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce type de jeu-là, qui font leur apparition, à commencer d'ailleurs par le plateau qui est assez intéressant, parce que vous allez voir que le plateau central va être amené à faire des rotations, c'est-à-dire qu'il y a des éléments du plateau qui vont être amenés à faire des rotations, vraiment en dessous, et du coup ce plateau rotatif va être au cœur du jeu et de son énorme potentiel rejouabilité. Je dis énorme et potentiel parce que, bon, ne l'ayant pas testé, c'est un peu difficile à savoir de manière détaillée, mais en tout cas, on peut imaginer aisément que ça peut permettre d'avoir une grosse rejouabilité que d'avoir justement ces éléments de gameplay qui vont être amenés à être très très différents d'une partie à l'autre, d'autant plus que c'est un jeu dans lequel vous allez avoir différents scénario, si je puis dire, puisqu'en début de partie, vous allez tirer une carte de Omen, que vous voyez ici, qui vous donne un petit peu de flavor text, donc de lore, de narration, et à partir de là, vous allez partir à l'aventure en espérant prendre les bons embranchements pour l'emporter en fin de partie. Il y a différents mécanismes un petit peu à la RPG comme je disais tout à l'heure, avec votre propre personnage que vous voyez ici, avec votre propre plateau, ses propres spécificités asymétriques, des cartes d'items, de loot, etc. qui vont vous permettre d'aller équiper votre personnage pour le rendre plus fort, plus résistant, etc. Et puis vous allez bosser tous ensemble en coopération pour espérer l'emporter sans trop mourir, bien évidemment.
Vous voyez ici également différents types de cartes qui sont plutôt bien illustrées. J'aime bien l'aspect visuel du jeu, même si le plateau central est quand même... Enfin, la partie en tout cas rotative est très 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 sobre. Les plateaux de joueurs sont aussi très très grisâtres, il faut bien l'avouer. En revanche, les cartes, j'aime bien, même si c'est encore une fois un petit peu gris, mais ça représente plutôt pas trop mal. Il y a aussi un système de runes qui remplace les dés, comme dans un jeu de Bruno Catala il y a quelques années dont j'ai oublié le titre, avec un temple perdu, quelque chose comme ça. Mais qui sont assez intéressants, une façon de remplacer les dés par des runes, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y avait un exemple de, je crois ici, de mécanisme un peu particulier. Voilà, ici, pour la carte Favor the Brave, vous allez tenir un D6 dans votre main, comme ça, devant votre épaule, en gros, fermez les yeux, et vous avez 3 essais pour lâcher le dé dans l'air et le rattraper tout en ayant les yeux fermés. Si c'est le cas, vous gagnez 2 ors. Donc il y a des petits mécanismes un petit peu dextérité, un petit peu de chance. Ici par exemple pour le Drunk Hauler aussi, un combat de dés avec un de vos partenaires. Celui qui réussit à l'emporter va gagner quelque chose, l'autre va perdre quelque chose, malgré malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu coopératif. C'est assez intéressant, assez original. Il y a des plateaux double épaisseur, ça a l'air d'être pas mal produit. Je demande juste à voir un petit peu ce qu'il en est du plateau rotatif que vous voyez ici. Comment c'est produit, est-ce que c'est rigide, est-ce que ça tient la route, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt bien pensé, plutôt bien foutu. Donc voilà. Je ne connais pas en détail ce que vous propose Omen en termes d'expérience narrative, etc. Mais il y a moyen que ce soit un jeu relativement sympa. Ça va être un coup d'essai plutôt intéressant, plutôt intriguant. Je dis coup d'essai parce que c'est leur premier projet. D'ailleurs, l'éditeur lui-même s'appelle Dark Omen, même titre que le jeu lui-même. Donc, on pourrait même penser que ce sera le seul et unique univers qu'ils vont essayer de développer peut-être à l'avenir, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs types de scénarios qui pourraient venir s'enrichir de différents embranchements supplémentaires à l'avenir. À voir. Il a une patte assez particulière, même visuellement, qui le distingue un petit peu en bien comme en mal, avec cet aspect quand même très grisâtre des autres jeux du même acabit. Bon, quand même, je suis assez intrigué. Je ne le suis pas assez pour aller backer, mais je trouve ça assez intéressant sur le papier. Pour ce qui est des pledges, vous avez ici le All-In Slayer à 160 €. C'est le pledge le most popular, comme il le présente ici. C'est une appellation un petit peu mensongère sur GameFound, parce que le most popular, c'est pas forcément celui qui est le plus pledgé en réalité. Là, pour le coup, c'est le cas. Mais j'ai vu quelques campagnes où le most popular n'était pas autant backé que d'autres. Donc, c'est un peu particulier. Quoi qu'il en soit ici, donc 160 € pour le pledge All-In Slayer. Ensuite, Dark Omen Core Adventure, donc c'est le jeu de base, j'ai l'impression, ouais, Core Game, 120 €. Ça en fait un jeu quand même très très cher. Ça explique en partie, je pense aussi, le score relativement modeste de la campagne, malgré un jeu assez intéressant sur le papier, mais quand même très très cher, vous le voyez. Dark Omen Blood Ritual Edition, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Mais en tout cas, 666 €. On est sur un pledge hyper deluxifié, j'ai l'impression, peut-être avec du métal pour les runes notamment. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut apercevoir les runes quelque part? Je sais pas. Wooden runes, c'est des runes en bois. Il y avait un petit aspect métal, mais non, c'est en bois. Ouais, c'est un pledge deluxifié, quoi, en gros, hein, avec donc les 666 €. Qui sont thématiques, mais qui vous font un petit peu mal au cul quand vous devez les débourser, bien évidemment. Voilà, pour le reste, on va aller voir aussi les frais de port, alors que vous découvrez en même temps la campagne et l'aspect visuel quand même relativement bien travaillé du jeu. En tout cas, quand il y a de la couleur, c'est plutôt classe, même si le jeu lui-même a l'air d'être plutôt grisâtre. Mais pour le reste, il a une vraie patte visuelle, une vraie identité. Les frais de port, disais-je. Pour ce qui est de la Belgique ou de la France ou encore du Luxembourg, c'est 20-25, 25-30 en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour nos amis suisses, 21-26, 24-29. Pour ensuite le Canada, 25-30, 50-55. Et puis pour nous qui sommes en Asie, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de mettre la main sur le jeu peut-être. Ouais, j'ai l'impression. US, Canada, US, Mexico, Australie, Nouvelle-Zélande. Ouais, apparemment pour l'Asie, c'est mort. Voilà donc pour ce qui est de Dark Omen, un jeu qui a l'air d'être relativement intéressant, mais qui coûte très très cher, d'où le nombre de backers assez modeste malgré tout, 18 jours avant la fin de la campagne.
On continue avec ce qui pourrait être un micro coup de cœur de la semaine. Je sais pas si je l'ajouterai, le petit coup de cœur que je mets parfois. J'en ai pas mis fréquemment cette année, il faut bien le dire, hein. Pourtant j'ai backé quand même un petit peu cette année, j'en suis à peut-être 5 ou 6, 5 je crois, back malgré tout. Mais j'ai pas mis beaucoup de coups de cœur cette année. Mais Everbloom, visuellement c'est assez intéressant, l'univers est assez particulier, avec des animaux hybrides, animaux slash plantes, donc on a un mélange de flore et de faune assez intéressant. Visuellement ça présente plutôt pas mal, et le gameplay a l'air d'être relativement classique mais efficace. Donc ouais, Everbloom pour un nouveau venu qui plus est, parce qu'il s'agit du premier jeu de Nerdvana Games, premier projet, vous le voyez, hein. Même si on va le voir par la suite, l'équipe derrière Nerdvana est composée de vétérans et de personnes un peu plus jeunes également, mais de personnes un peu connues du milieu quand même. On est sur un jeu ici qui va mélanger contrôle de territoire, gestion de ressources, set collection, et qui se place, qui se déroule en fait dans un univers un petit peu fantaisiste, on va dire. Il n'y a pas d'être humain, hein, mais fantaisiste dans le sens où on va avoir donc des animaux qui sont un petit peu flore et faune à la fois, avec des différents animaux pollinisateurs que l'on va venir nous-mêmes incarner pour attirer ces fameux animaux un petit peu hybrides vers nous. C'est assez intéressant, ça attire d'ailleurs pas mal de monde, vous le voyez, hein, pour un primo-éditeur, 516 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne, c'est plutôt un bon résultat. 3 semaines avant la fin de la campagne, on est déjà à 31 000 € d'engrangés. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes, et c'est pour 14 ans et plus. Vous avez le jeu de base ici, et vous avez aussi dans la campagne un petit promo pack qui est offert à tous les backers du jeu de base, ainsi que la version deluxifiée. Donc offert, mais à la base c'est un truc qui a une valeur de 12 $ en boutique, théoriquement en tout cas. Ça vient juste ajouter quelques cartes d'hybride et puis un landmark supplémentaire par exemple. Bon, c'est pas un gros ajout, mais c'est histoire de dire que si vous backez, vous avez un petit bonus quand même. Alors, continuons. Un petit peu d'éléments de gameplay mis en avant assez brillamment, avec des gifs que l'on voit ici. Non, mais c'est quand même toujours agréable, il faut bien le préciser, d'avoir des campagnes qui mettent un petit peu en avant certains mécanismes de gameplay, avec justement des illustrations, comment dirais-je, animées. Ça donne un petit peu plus de consistance aux explications, c'est plus facile à comprendre, disons. On va avoir ici donc une phase de Explore the Wilderness, donc d'exploration de la map centrale que l'on voit ici. On va envoyer un de nos jetons sur les différentes zones de notre souhait pour aller découvrir ce qui s'y trouve, sur des landmarks, donc des lieux un peu particuliers, disons, j'arrive pas à retrouver la traduction en français de landmarks. Vous allez envoyer des pollinisateurs de votre faction, pour attirer donc des animaux hybrides. Ensuite, Attract Magical Creatures, donc ce sont les fameux animaux hybrides que j'ai mentionné tout à l'heure, que vous allez essayer d'attirer avec vos pollinisateurs que vous aurez au préalable envoyés dans un lieu en particulier, et ils vont venir rejoindre votre habitat, votre petit plateau personnel durant une phase de migration. Ensuite, vous avez une phase de Populate Groves, donc vous allez justement peupler différents biomes, on va dire, puisque les pollinisateurs qui vous restent, que vous n'avez pas encore envoyés, ils vont être envoyés dans différents biomes, un biome qui match celui de l'animal hybride que vous avez réussi à attirer précédemment. C'est aussi un petit peu en cela qu'il y a du contrôle de territoire, j'ai l'impression. Create Precious Nectar, donc vous allez devoir produire du nectar pour vos animaux. Apparemment, dans la phase de pollinisation, vous allez prendre tous les pollinisateurs d'un des biomes mentionnés précédemment, et puis vous allez aller polliniser les animaux hybrides, justement. Voilà, pour faire du nectar. Et à partir de là, c'est une course au point, quoi, en gros. Qu'y a-t-il dans la boîte de base? On a donc le plateau Wilderness, donc le plateau des différents territoires, les différents biomes que vous allez pouvoir explorer, les mini-plateaux de Groves, les landmarks, donc ces fameux lieux sur lesquels vous allez envoyer vos pollinisateurs, le Bloomboard, que pour le coup j'ai pas aperçu pour l'instant dans les éléments de gameplay, les plateaux de habitat que vous aurez pour chacun de vos joueurs autour de la table, les cartes d'hybride, les cartes de bloom, les cartes d'événements. Il y aura apparemment aussi des événements qui vont venir impacter la partie en cours de partie, chacun des tours en cours de partie. Les cartes de faction, les différentes factions que vous allez pouvoir incarner, telles que les lémuriens, les papillons, les lézards, les oiseaux, etc., etc. Tout un tas de tokens, bien évidemment, aussi. Et puis les pollinisateurs que vous voyez également ici.
Le how to play, je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt dans ce segment de la vidéo, donc je passe assez rapidement. On passe directement aux pledge levels. Vous avez ici le pledge de base à 46$, ce qui en fait un jeu relativement abordable. Alors ici, ils nous mettent un prix en boutique à 72$. Je crois pas que ce jeu puisse sortir avec les composants qu'ils proposent ici à 70$ en boutique. Ça se vendra pas. Ça me semble un peu exagéré. Je pense que c'est plutôt un jeu qui en boutique sera aux alentours de 50, 55, 60 grand max, mais à 70 ça se vendrait pas de toute façon. Hein. Donc à prendre avec des pincettes, comme souvent quand on vous met un discount comme ça sur Kickstarter, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ensuite, vous avez le pledge deluxifié à 87 au lieu de 137. Ça coûte quand même un peu cher, on voit que quand même 40$ de plus. Alors qu'est-ce que ça vient ajouter? Ça vient ajouter un insert en bois, donc bien sûr la valeur bondit d'un seul coup avec un insert, mais au-delà de ça, vous aurez aussi des chips, donc des jetons de poker qui vont remplacer les jetons de faction. Donc ça aussi, en termes de deluxification, c'est quand même sympatoche. Ensuite, le promo pack, il est dans les deux pledges, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais donc les 40$ de différence proviennent des chips de poker que vous voyez ici pour chacune des factions, ainsi que de l'insert en bois. Et l'insert en bois, lui tout seul, il coûte déjà certainement aux alentours de 20-25€. Donc bon, ça peut se comprendre aussi. Est-ce que vraiment il y a une grosse nécessité pour les chips de poker ici? Je suis pas hyper convaincu. Thématiquement en plus, bon, ça n'a pas vraiment de grand sens, mais après tout, les chips de poker, c'est quand même toujours un peu classe, il faut bien l'avouer. Ce qui est un petit peu dommage, potentiellement, c'est de ne pas pouvoir prendre, par exemple, le Basic Pledge à 46 avec l'insert seulement, mais sans les chips, par exemple. Ça aurait pu être un niveau de pledge intéressant aussi, pour ceux qui veulent améliorer un petit peu l'ergonomie, le temps d'installation et de rangement du jeu, sans forcément deluxifier à outrance leur jeu. Mais bon, peut-être que ça sera disponible d'ici la fin de la campagne, je ne sais pas, on verra bien. Dans le Pledge Manager peut-être également. Allez savoir. Vous pouvez d'ores et déjà tester Everbloom sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Un petit aperçu des différents artworks avec les animaux hybrides, donc animaux flore et faune à la fois. Assez classe, hein, il faut bien l'avouer, c'est assez original pour le coup, et j'aime bien, c'est assez joli. Ensuite, continuons pour aller vous trouver le shipping. Il faut cliquer ici pour avoir les infos apparemment. Ouais, c'est ça. Alors, pour le Canada, 30, 37, 33, 41, ça fait cher les frais de port, hein, parce que je vous rappelle que le pledge de base il est à 42$. 42$, vous mettez 30$ de frais de port, ça fait un peu ridicule quand même, faut être honnête. Mais bon, ensuite Union Européenne, Belgique, c'est 16,24, 17,25, ça va. Pour la France, c'est 16,26, 17,28, c'est pas très différent. Ok, ensuite, j'imagine que pour nos amis suisses, ça va être de l'ordre de 18, 26, 19, 28. Pour nous qui sommes au Japon, 20, 26, 22, 30. Bon, on est quand même mieux loti que le Canada, il faut bien l'avouer. Et puis ma foi, c'est à peu près tout pour le shipping et c'est à peu près tout également pour Everbloom. Sachez quand même que derrière Nerdvana Games, pour ceux qui, comme vous le devriez d'ailleurs, auraient un peu d'inquiétude concernant des nouveaux éditeurs, on peut légitimement en avoir. Derrière Nerdvana Games, il y a quand même des noms un peu connus, un peu installés dans le milieu. Christy Pritchford, qui est dans le milieu depuis 30 ans apparemment, mais également, et surtout, c'est peut-être un des arguments principaux, Yann Moss, le créateur du jeu lui-même, il a quand même bossé sur Wonderland's War, mais également sur un jeu qui n'est pas listé ici. Enfin, il y a aussi Bunkers and Badasses, qui est assez connu aussi, mais il avait aussi bossé sur Dinosaur Island, parce qu'ici on voit Dueler Island, mais pas Dinosaur Island, mais je crois qu'il avait bossé dessus aussi. Donc un auteur assez connu quand même du milieu. Donc a priori, Nerdvana Games, ça doit être digne de confiance. 516 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne pour Everbloom. Malheureusement, pas de VF pour le moment pour Everbloom. Projet suivant, Cocorico. Et surtout, salut à Youssef si tu nous regardes, Berserkers est de retour sur Kickstarter avec une nouvelle extension intitulée Chaos. 560 contributeurs pour l'instant, 22 jours avant la fin de la campagne. Pour ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas connaître Youssef Fari, c'est quand même Monsieur Solo dans la communauté française, francophone en tout cas. Vous le connaissez peut-être pour son tout premier jeu, Way of the Samurai, c'était déjà il y a
4 ans, 5 ans peut-être. Ensuite, il s'est fait connaître aussi pour The Road, c'est peut-être un de ses jeux les plus connus à ce jour. Pas forcément mon préféré. J'apprécie beaucoup le gameplay, mais l'univers est quand même assez pesant, et du coup je sors pas tellement. Black Hole, je suis pas le public cible, donc j'ai pas backé. Ensuite, The Spirit of Eden, que j'aime beaucoup pour le coup, qui est vraiment très agréable, mais mon préféré à ce jour, ça reste quand même Colossus. Je suis très très fan de l'univers visuel qui fait très penser à Shadow of the Colossus, jusque dans son titre, mais le gameplay en plus de ça est vraiment génial. Ça fait des petites parties de 15-20 minutes super agréables, avec un taux de victoire qui est aussi entre 40 et 60%, j'ai envie de dire, pour Colossus, en tout cas chez moi, vraiment super agréable. Et Berserkers, que j'adore. J'avais d'ailleurs fait une vidéo lors de la première campagne de Berserkers à l'époque. Vraiment super super jeu. Peut-être après Black Hole, mais qui est un peu particulier, son projet le plus ambitieux à ce jour, et qui revient donc avec une extension aujourd'hui, Chaos, très très riche, très très profond, que j'avais beaucoup apprécié. Et pourtant je dis que j'apprécie plus Colossus, parce que Berserkers en fait, eh ben, je le sors pas tellement. Je l'aime beaucoup, mais c'est un peu plus fastidieux en termes de mise en place, de rangement. Il faut être un peu plus impliqué, et surtout, c'est plus long. Les petits jeux solo comme Colossus ou Spirit of Eden, je peux les sortir assez facilement au boulot, entre deux cours, sur une petite pause, parce que en 15, 20, 30 minutes grand max, c'est plié. Berserkers, à moins que vous ne perdiez la partie, ce qui peut être assez rapide, ça peut potentiellement durer bien 45 minutes, parfois même s'étirer jusqu'à 1 heure de jeu, donc il sort un peu plus difficilement. Mais il est excellent. Berserkers, donc pour ceux qui l'auraient oublié, pour ceux qui ne l'auraient pas backé, pour ceux qui ne le connaîtraient tout simplement pas jusqu'à présent, c'est un jeu dans lequel vous allez partir dans un univers un petit peu nordique, mythologique nordique, avec, vous le voyez ici, 12 cartes qui vont composer un petit peu l'univers de Berserkers, avec différents lieux, sur lesquels vous allez placer 3 vikings, qui vont devoir lutter contre des forces du mal, en gros, qui sont représentées par 3 cavaliers, dont j'ai oublié le nom, cavaliers de l'obscurité, un truc comme ça. Vous devrez allumer des feux pour défendre votre royaume de ces fameux cavaliers, et eux vont avoir à cœur d'installer l'obscurité sur le royaume, et un petit peu à la façon de Spirit of Eden, vous allez avoir du placement de dés, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 cartes d'actions que vous voyez ici, donc différents types d'actions que vous pourrez accomplir. Vous allez jeter 4 dés et placer les dés en question sur les cartes pour accomplir l'action référente au résultat du dé. Déplacement, allumer un feu, frapper un adversaire, sur de choses là, bref, vous aurez compris. Il y aura aussi une gestion de coffre à trésor. Il y aura aussi des missions, et ça aussi c'est super intéressant, parce qu'au-delà de simplement allumer des feux, vous aurez aussi des missions à accomplir pour le roi, qui vous demandera d'accomplir certaines missions. Parfois aussi les villageois aussi qui vont vous apporter un petit peu d'aide. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas sorti, donc j'ai oublié certains éléments de gameplay, mais il est vraiment vraiment super. D'ailleurs, je crois que. Bah, on est là, ouais. Ça, c'est moi, ça. Berserkers est excellent. Alors, oui, pour le coup, c'est une phrase assez laconique, mais oui, ça retranscrit bien ce que j'en pense. Vous avez aussi Nyx, un monde vivant dans lequel on a envie de se plonger. C'est vrai qu'il a une vraie patte visuelle, il est vraiment très très beau. Et puis, on est vraiment pris par le déroulé du jeu, on se sent vraiment impliqué. Et c'est vraiment très très fort de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a aucune narration, mais il y a une sorte de narration émergente au fur et à mesure de la partie qui est vraiment très très cool. Donc ouais, j'apprécie vraiment particulièrement Berserkers, et puis qui dit Youssef Fari dit également Jo en français, bien évidemment. Alors que là pour le coup il n'y a pas ma vidéo, donc un peu tristesse, mais en tout cas il y a celle de Nyx, il y a celle de Etrigan, il y a celle de Jimmy Pearl, il y a celle de Descent Solo, que vous pourrez aller consulter également. Mais au pire, bien sûr, allez consulter celle sur la chaîne des Ludovores également. J'avais fait une review, je me demande si j'avais fait une expli partie. Si c'est pas le cas, peut-être que d'ici la fin de la campagne, je ferai l'effort de faire une expli partie pour Berserkers. Je vais vérifier moi-même sur la chaîne des Ludovores, et puis on verra bien. Voilà donc pour Berserkers avec l'extension Chaos. D'ailleurs, j'ai même pas mentionné ce que venait ajouter Chaos, parce que j'étais tellement pris par Berserkers. Qu'est-ce que vient rajouter Berserkers Chaos? 6 nouvelles cartes pour diversifier les récompenses des villageois. Ok. 6 nouvelles requêtes du roi pour vivre de nouvelles aventures et affronter de nouveaux défis.
sympa aussi, parce qu'en plus il y a toujours plusieurs requêtes du roi au cours d'une seule et même partie, et du coup là, en avoir encore 6 de plus, ça vient ajouter encore plus de rejouabilité, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, il y a Sacrifice du roi. Qu'est-ce que c'est ça? Le roi conclut un pacte avec Arken, un sorcier qui maîtrise les flammes et la résurrection. Si vous perdez votre partie, vous aurez une dernière chance de revenir en jeu afin de terminer votre mission sous certaines conditions. Ah, super intéressant parce que du coup, une défaite n'est pas totalement définitive, en tout cas pas du premier coup. Ok, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Le marché aura potentiellement été un petit peu revu aussi. Dépensez vos pièces d'or pour recruter des alliés ou consulter une voyante. Ah ouais, donc ça c'est super intéressant, ça vient quand même pas mal renouveler aussi l'expérience. Pas mal, pas mal. Ok, très cool. The Berserkers Project. Vivez des événements imaginés par la communauté de joueurs qui vont dynamiser vos parties. Donc ça c'est un petit peu comme il l'avait fait avec The Road. Super cool. Requête du roi. 3 requêtes du roi bonus. Ok, très bien. Ok. Il y a aussi l'opportunité de mettre la main sur Way of the Samurai, le roll and write, donc la précédente campagne de Yosef Fari. Ok, en add-on, on peut aussi prendre des PDF seulement, des versions print and play de The Road, The Spirit of Eden et Way of the Samurai, l'extension, j'ai oublié comment elle s'appelle, c'est trop petit. Ok, pour le shipping, ça va être de 3 à 10 euros en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour les autres pays du monde, ça va être 4 à 15 euros. Voilà donc pour ce qui est de l'extension Chaos pour Berserkers. Et malgré le fait que je le sorte finalement assez peu souvent, pour être tout à fait honnête, je pense que dans les jours qui viennent, je vais quand même aller backer tranquillement ce jeu, cette extension du jeu en tout cas, parce que malgré tout ça reste un excellent jeu. Et en plus ça, petit pledge de soutien à Yosef, qui en plus d'être un auteur brillant, est très très sympatoche. Voilà donc pour Berserker Chaos. Alors pour The Thinning Veil, je vous avoue que je suis paumé. Et j'en ai un peu ras-le-bol. Parce que The Thinning Veil, ils ont proposé déjà quoi, 3 tentatives de campagne, si mes souvenirs sont bons, sur Kickstarter. D'ailleurs, on a présenté le jeu, je crois, à au moins 2 reprises dans le menu crowdfunding quand il avait fait son apparition sur Kickstarter. Maintenant, il revient sur GameFound, la boîte a plus la même tronche, il y a plusieurs boîtes, c'est une galère sans nom, et comme d'habitude c'est très très cher, donc je ne sais plus où j'en suis avec The Thinning Veil. Donc maintenant le titre entier c'est The Thinning Veil Cormac MacAirt on the Other Side of Midnight, donc c'est imprononçable. Quoi qu'il en soit, pour l'instant sur GameFound, le projet est financé, en même temps le seuil de financement était totalement ridicule, 2000 livres seulement. Est-ce que c'est pas pour aller aider un petit peu la production de The Thinning Veil qu'avait financé sur Kickstarter? Je ne sais pas. 175 backers, 23 000 livres d'engrangés, 24 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 2 joueurs, pour 90 minutes la partie. On est sur un jeu d'exploration, un petit peu façon RPG dans un monde un petit peu fantaisiste, plutôt dark fantasy, qui peut un petit peu ressembler à The Witcher. D'ailleurs, on revoit que le personnage ici de Cormac MacAirt ressemble trait pour trait à Geralt dans The Witcher, volontairement ou pas, je ne sais pas. Sachez que tout le contenu du jeu sera disponible en PDF en français, imprimé en anglais uniquement, mais avec les éléments de gameplay en PDF en français également. C'est toujours aussi joli, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. The Thinning Veil c'est un jeu qui a eu plutôt une très belle DA, là-dessus c'est toujours la même chose, il n'y a pas de souci. Mais par contre pour le reste je suis un peu paumé, parce que j'ai l'impression que le jeu de base qu'on avait vu sur Kickstarter est pas disponible durant cette campagne. Et que là, donc Cormac MacAirt on the Other Side of Midnight, ça coûte beaucoup moins cher que le jeu d'origine qui était sur Kickstarter. Est-ce que c'est compatible ou pas? J'ai eu la flemme de chercher, il y a trop de trucs, c'est trop le bordel. Du coup, je vous le présente parce que malgré tout, c'est toujours aussi joli. Ça donne toujours aussi envie pour qui est amateur de jeux de fantasy d'exploration, en scénario, campagne, etc. Mais en réalité, plus le temps passe, plus je me dis que j'aurais dû le présenter dans les entrées de la semaine, parce que grosse flemme en réalité d'en parler, parce que je suis un peu perdu. Ils m'ont perdu, voilà. Ils m'ont perdu avec leurs multiples campagnes, avec leurs prix dans tous les sens, les extensions dans tous les sens. Mais c'est toujours aussi joli, il faut bien le reconnaître. Ça donne quand même envie de le tester. Vous avez ici le Pledge Foundation qui se trouve à 100 livres, alors que la boîte qu'on a vue ici tout à l'heure, on l'a vue à 40, elle est ici. Donc voilà, pourquoi tout à coup c'est à 100. Encore une fois, sur le prix aussi, bon, la page, elle est faite avec les pieds par un cul-de-jatte.
Non, j'ai la flemme, on va pas parler de ça trop en détail, on va juste aller voir le shipping quand même, histoire de, et même ça donne pas envie d'être lu, putain. Canada, s'il y a moins de 250 backers, 31 ou 37, s'il y a plus de 250 backers, 25, 30, c'est un truc qui arrive assez souvent pour les Canadiens, ou parfois pour les Australiens aussi. Si vous avez plus d'un certain nombre de backers, ça augmente ou ça réduit le nombre de, enfin le prix des frais de port, c'est assez étrange. Pour l'Union Européenne, ça va être, putain, il n'y a même pas une ligne pour différencier, alors c'est 19,5. 19,5 ou 25. Pour la Suisse, c'est 32,5 ou 36. Et ainsi de suite. Pour nous qui sommes dans le Far East, non Si, on est Far East, 31,40 de frais de port. Voilà donc pour The Thinning Veil avec cette nouvelle campagne Cormac McEart on the Other Side of Midnight. Il faut respirer, enfin non, il faut respirer quand même un petit peu parce que là, c'est quand même assez galère à prononcer. Mais bon, encore une fois, je vous le dis, hein, je suis perdu par l'univers de The Thinning Veil. Le jeu, à l'origine, quand il était sur Kickstarter, il était vraiment très sympatoche, très très joli, mais je suis perdu par tout ce qu'il propose. 175 backers 24 jours avant la fin de la campagne. Le dernier plat principal de la semaine, il s'agit de Hex Effects, qui est un jeu de Take That, donc de prends ça dans ta tronche, très très accessible, c'est du 10 ans et plus, même je pense qu'à 8 ans et plus ça reste jouable, pour 2 à 8 joueurs, pour 3 minutes d'apprentissage et 10 à 30 minutes de partie. Ça dépendra aussi, j'imagine, du nombre de joueurs autour de la table. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup la DA de Hex Effects. Le gameplay, j'en sais rien, j'ai jamais joué à un jeu de Pillbox Games, mais sachez que Hex Effects reprend quand même beaucoup d'éléments de gameplay apparemment de Side Effects. D'ailleurs, même le titre est quand même similaire. Apparemment, c'est une sorte de version modifiée, peaufinée de Side Effects. Eux présentent ça comme un jeu différent, parce qu'il est suffisamment différent, avec des mécanismes relativement différents aussi de Side Effects, pour en faire un nouveau jeu, mais quand même on va sur les commentaires de la campagne, les commentaires aussi sur BGG, que quand même les deux jeux sont assez similaires, assez comparables. Dans les deux cas, c'est un jeu de gestion de main et de Take That, avec, il faut bien le dire aussi, un aspect visuel très très similaire, qui est quand même très très classe. Mud, pour le coup, je connais pas, là-dessus je ne saurais pas dire. Mais pour ce qui est donc de Hex Effects, on est sur un jeu de gestion de main et de Take That, avec une DA vraiment très très classe, avec les médecins de peste, j'ai toujours trouvé ça très très classe. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais les masques de médecins de peste, j'ai toujours trouvé ça très très classe, très très mystérieux. Voilà, pour le reste, le how to play, je pense que vous aurez compris assez rapidement, là c'est un jeu de Take That, donc bon, comme ça s'explique apparemment en 3 minutes, vous vous doutez bien que c'est pas un jeu qui se révèle par son immense profondeur de gameplay, mais en gros, vous allez distribuer un des 4 hex à chacun des joueurs, face aux joueurs directement, donc face up, donc pas face cachée en gros. Ensuite, vous allez piocher des cartes pour essayer de trouver le bon remède à chacune des cartes en votre possession. Et puis, vous pourrez aussi aller pourrir les joueurs adverses, bien évidemment, parce qu'on est sur un jeu de Take That, donc vous pourrez leur envoyer des cartes qui sont pas forcément faciles à traiter, pour lesquelles ils n'ont pas encore la solution, etc., etc. Il y aura des cartes qui auront bien sûr des effets particuliers quand vous réussirez à les recouvrir d'une carte de remède. Par exemple ici, on voit Show Hand to Inflictor. Inflictor may take one card. D'accord, on va montrer cette carte à un adversaire qui va pouvoir tirer une carte. Il y a des petits effets de cartes par-ci par-là. Gestion de main, Take That, petit effet de cartes de ci de là. C'est surtout par sa présence visuelle que le jeu se démarque pas mal, parce qu'il est vraiment très très joli. Le pledge de base est relativement accessible, on est sur un jeu à 20$. Vous avez aussi un pledge Sorcerer à 55, qui, au-delà du jeu de base, va s'accompagner d'un bandana playmat, d'un letterpress print, ok, et de patches, donc des petits patchs que vous pourrez éventuellement coudre sur des sacs, sur des choses là, parce que c'est fun. Bon, je ne vois pas très bien l'intérêt de ce que ça vient apporter tout ça. Je pense que le Pledge Alchemist est largement suffisant à 20$. Ensuite, à 55$ toujours, on a le Pledge Doctor qui vous permet de mettre la main sur Side Effects, donc le premier jeu dont est inspiré Hex Effects, avec l'extension Booster Shot que vous voyez ici, et ça inclut aussi Hex Effects. Ou The Everythinger,
Donc ça c'est pour la totale. HexFX, Side Effects plus son extension, plus les petits éléments de notification, le bandana, Letterprint Press, etc. Et puis Mud, leur troisième jeu, enfin leur deuxième dans la chronologie, mais le troisième jeu que j'ai mentionné aujourd'hui, qui est disponible aussi dans un pledge à 100$. Ensuite, frais de port, rapidement, il faut cliquer ici. Ok, donc encore une fois, un petit fichier Excel. Pour le Canada, 17$ de frais de port. Pour l'Union Européenne, alors, zone avec la France, c'est la zone 1, donc $12 de frais de port. Pour nos amis belges, c'est 14. Pour nos amis suisses, ce serait 16 par exemple. Et puis pour nous au Japon, ce serait 11$ de frais de port, donc vraiment très accessible pour nous également. Ça fait plaisir. Voilà pour HexFX. J'aime beaucoup l'ADA, pour être tout à fait honnête. Le gameplay en revanche m'attire pas tellement. Donc a priori, on ne devrait pas aller baquer. Même s'il y a toujours ce petit piège du le jeu est pas cher, les frais de port pour le Japon sont pour une fois pas très chers, c'est tentant, alors qu'en fait c'est un jeu qui m'attire pas suffisamment pour être backé. Donc on va essayer de garder un petit peu de sang-froid et de ne pas y aller, parce que c'est fondamentalement pas un jeu qui m'intéresse outre mesure. Mais bon, 520 contributeurs pour l'instant, 27 jours avant la fin de la campagne, et 18 000€ d'engrangés pour HexFX. C'était donc le dernier plat principal de ce menu crowdfunding. On va maintenant pouvoir passer au dessert. Ils sont au nombre de 2 cette semaine. Bon allez, c'est pas le tout, il nous faut maintenant passer au dessert, et comme je vous le disais à l'instant, il y en a donc 2 cette semaine, le premier étant donc Rove, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit d'un jeu assez attendu par toute une communauté de joueurs, d'un jeu lui particulièrement célèbre, même si Rove pour l'instant n'était pas tant que ça, d'autant plus qu'il s'agit du premier projet de Adax Games. Et alors de quelle communauté s'agit-il, me demanderez-vous? Et bien tout simplement de celle de Gloomhaven, qui est quand même resté le jeu numéro 1 sur BG pendant pas mal de temps. Tout simplement parce que Rove en fait est l'œuvre d'une équipe ayant bossé sur des scénarios de Gloomhaven notamment. Et du coup, Rove reprend pas mal de choses que l'on a pu entreapercevoir, notamment dans Gloomhaven, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer, ce qui, pour le rappel, n'est pas mon cas, j'ai encore jamais joué à Gloomhaven. Je connais bien évidemment le jeu dont il s'agit, les mécanismes que ça peut inclure, etc., mais je n'ai encore jamais pu l'essayer. Et donc, Rove, pour l'instant, vient de débarquer donc sur Kickstarter il y a 4 jours à peine, et vous le voyez ma foi, sans aller jusqu'à faire péter les scores un peu à la façon d'un Gloomhaven ou d'un Frosthaven par la suite, ça se porte quand même plutôt pas mal, avec actuellement 1623 contributeurs, déjà 220 000€ d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. Et comme Gloomhaven avant lui, il s'agit d'un jeu coopératif, jouable également en solo, pour 1 à 4 joueurs donc, avec plus de 50, comment dirais-je, embranchements scénaristiques et rencontres en tout genre dans le jeu. Pour le coup, je suis pas hyper fan de la couve, pour mon cas en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. La couverture ne me séduit pas des masses, je préférais à la limite les teints qui étaient présentés dans la couverture de Gloomhaven. J'ai vu pourtant beaucoup de commentaires qui semblaient dire que c'était assez similaire. En réalité, je ne connais que la couverture de Gloomhaven, j'ai pas vraiment vu le matos au-delà de ça, et je trouve ça quand même un peu plus joli que Rove, qui pour le coup est très coloré, et les personnages ne me semblent pas hyper charismatiques pour le coup. Mais bon, ce n'est qu'un avis subjectif bien évidemment. Vous en apercevez ici un petit peu une partie du matos, une partie seulement parce que vous vous en doutez bien, il s'agit d'un gros jeu avec une grosse boîte, peut-être pas aussi gros que Gloomhaven mais pas loin, avec beaucoup de matos, donc on verra qu'il y aura quand même d'autres choses aussi. Avec notamment plus de 60 heures de campagne avec plein d'embranchements scénaristiques, de rencontres et d'interactions en tout genre. Allons découvrir ça un petit peu plus en avant. En même temps, je pense que je vais aller assez vite parce que, en réalité, si vous avez joué à Gloomhaven, si vous êtes penché un petit peu sur le cas de Gloomhaven, vous verrez qu'apparemment, il semble y avoir quand même pas mal de similarités, notamment au niveau des choix et des conséquences scénaristiques. Dès lors que vous allez faire une rencontre,
la façon dont vous allez la gérer, les façons dont vous allez gérer tel ou tel combat, etc. vont avoir des implications sur la suite du scénario, sur la suite de votre campagne. Et en cela, il y a quand même pas mal de jeux assez similaires qui ont une approche justement avec un impact particulièrement grand de vos choix, de vos actions sur la suite de l'aventure. C'est pas spécialement quelque chose de révolutionnaire en soi, mais si c'est très bien fait, ça peut être particulièrement immersif et jouissif. Ensuite, Rallying Ray, je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par là, mais je pense qu'il s'agit essentiellement de la construction de personnages, du développement de personnages, en tout cas j'imagine. J'ai pas tellement checké chacun des paragraphes pour le coup, parce qu'encore une fois, la similarité avec Gloomhaven me fait dire que j'ai pas besoin de passer trop de temps sur cette campagne en particulier. Par contre, j'avais cru comprendre que parfois, Gloomhaven pouvait être assez long au niveau de l'installation. Ici, on nous présente un jeu qui est supposé avoir un temps de setup, donc d'installation, relativement court et simplifié. Donc c'est peut-être un jeu qui est du coup un peu plus facile à sortir. On aura aussi bien sûr des personnages asymétriques avec leur propre spécificité et qui vont être amenés à évoluer comme dans tout bon jeu inspiré de RPG avec des aventures au long cours et des embranchements scénaristiques, des évolutions de campagne, etc. Avec donc des classes qui seront aussi divisées en différentes parties qui vont elles aussi être amenées à évoluer, à acquérir de nouvelles compétences toujours plus puissantes. Ensuite, passons directement au Pledge Levels. Vous avez le pledge à 1$. Bon, là, c'est essentiellement pour accéder au Pledge Manager, même si vous aurez aussi quelques petits trucs comme des artbooks digitaux, etc. Ensuite, on a le Pledge Rover, donc le jeu de base, tout simplement, à 99$ contre 160 en prix de boutique théorique. On verra si ça coûte vraiment ce prix-là, ça me semble un petit peu cher quand même, mais bon, 99$ donc pour la boîte de base durant la campagne. Ensuite, on a un pledge Prime Rover qui vient s'accompagner d'une extension que vous voyez ici à 159$ pour la boîte de base plus l'extension. Ensuite, on a le fameux all-in, le all-in habituel de ces grosses campagnes, Paragon of Chorus, qui va vous coûter 244$ au lieu de 389. Ceci dit, 150$ d'économie, c'est quand même pas rien, si c'est véridique. Et cette fois-ci, au-delà du jeu de base et de l'extension, vous voyez qu'il y a aussi pas mal de miniatures, il y a un artbook, il y a aussi... comment dirais-je, c'est ça, le hardcover artbook. Qu'est-ce que je voulais voir encore d'autre? Le Foreteller Portal, ok. Le Foreteller, pour ceux qui ne connaissent pas le Foreteller, c'est une application de, comment dirais-je, des acteurs, des doubleurs vocaux vont jouer les dialogues, et donc vous avez un petit degré supplémentaire d'immersion. Par contre, il vous faudra l'application et il vous faudra comprendre la langue cible, bien évidemment. J'imagine que pour le coup, c'est uniquement en anglais. Peut-être qu'un potentiel éditeur français à la suite de la campagne s'impliquera suffisamment pour proposer une version Foreteller en VF. Je ne sais pas si Foreteller applique les VF, je ne sais pas si c'est un choix qui est disponible, mais c'est quelque chose qui se développe récemment depuis 2-3 ans, on va dire. Il y a de plus en plus d'applications telles que Foreteller qui vous permettent d'entendre, en fait, d'écouter les dialogues, les passages scénaristiques de certains jeux. Ça coûte généralement une blinde, mais du coup, c'est assez intéressant en termes d'immersion. Et puis apparemment, vous avez quelques petits éléments de deluxification, notamment au niveau des dés, des sacs, etc. Ensuite, vous pouvez prendre des add-ons, des copies additionnelles de Rove par exemple, ou de l'extension, des miniatures elles-mêmes. Vous pouvez aussi prendre Foreteller juste pour le jeu de base. Vous prenez le pledge jeu de base et uniquement Foreteller par-dessus par exemple. La deluxification qui vient ici aussi. Puis le petit artbook que vous voyez ici à 30$ tout de même. Les composants, alors comme pour Gloomhaven, on a un livret à fascicules avec donc différentes cartes qui vont venir le composer pour chacun des scénarios qui vont venir s'enchaîner. On a aussi un livret pour les adversaires, un petit peu façon Pokédex, hein, ils sont tous recensés au fur et à mesure de ce livret, c'est assez intéressant comment c'est présenté pour le coup. Les skill cards, il y en aura un paquet, bien évidemment, vous vous en doutez, donc les cartes de compétences qui apparemment, si je me souviens bien de la partie un peu supérieure de la campagne, on a vu certaines cartes avec même deux faces, c'est peut-être la face justement évoluée, la face de base. Les class tuck boxes, donc les tuck boxes, c'est les boîtes de rangement qui sont propres pour le coup ici à chacune des classes que vous allez pouvoir incarner. Ensuite, des standees dans tous les sens ainsi que les tokens du jeu, essentiellement les standees pour les monstres et puis peut-être même pour les personnages jouables, j'ai l'impression, que vous pourrez ensuite remplacer par des miniatures qu'on a vu un peu plus haut, voilà, ici notamment, si vous choisissez en tout cas de les prendre. Ensuite, les player boards, donc les plateaux de joueurs individuels sur lesquels vous allez placer votre fiche de personnage, les compétences que vous aurez débloquées et ainsi de suite, et puis bien sûr des dés. Ensuite, continuons. Vous avez un petit aperçu du contenu de manière un peu plus
dense et détaillé, on va dire, avec les stats qui vont avec, hein, 40 dés par exemple, plus de 200 cartes d'items, d'objets consommables, d'armes ou encore d'armures, bref, des tokens, des standees dans tous les sens. Il y a quand même énormément de matos, comme c'était déjà le cas pour Gloomhaven, et encore, je m'attendais très honnêtement à pire que ça. Je trouve qu'en réalité 200 cartes, c'est pas si énorme que ça pour un jeu de cette envergure là. Ensuite, vous avez une présentation de différents rovers, donc les différents personnages que vous pourrez incarner. Ici, on a Truescale, c'est son nom ça, Truescale? J'ai l'impression que oui. Ok, c'est un peu bizarre comme nom. Shadowpiercer, qu'est-ce qu'on a encore? Flash, Sophist, etc. Donc vous voyez que, bien sûr, chacun de ces personnages va avoir ses propres spécificités et il faudra essayer de trouver un maximum de synergie entre vous pour les utiliser à bon escient. On continue, vous pouvez tester déjà le jeu sur Tabletop Simulator pour éventuellement vous faire la main et voir si c'est un jeu qui est susceptible de vous plaire. Vous pouvez aussi télécharger le livret de règles ici, ou en tout cas dans sa version prototypale en anglais uniquement. Et puis ensuite vous avez donc un paquet de petites vidéos vous présentant un petit peu le jeu et vous donnant leur avis sur la question. Foreteller, donc pour le rappel, hein, l'application qui vous permettra d'écouter en fait la narration du jeu en temps réel grâce à des acteurs, des doubleurs, on va dire. Voilà, pour le reste, ma foi, je vais pas passer trop de temps, juste rappelle que Moti Eisenbach ainsi que certains membres de l'équipe ont bossé sur des scénarios de Gloomhaven. Ils se sont un petit peu fait la main là-dessus avant ensuite de créer leur propre univers avec Rove. Pour le shipping, le Canada, 35, 50, 55 en frais de port, ça douille un petit peu, mais bon, vous voyez la taille de la boîte aussi. Hein. Même chose approximativement pour l'Union Européenne, hein, 30, 45, 50, et puis pour nous, potentiellement, ce serait 70, 80, 90, ça pique assez méchamment. Voilà pour ce qui est donc de Rove, le premier projet de Adax Games. On imagine qu'il y en aura certainement d'autres si le succès est au rendez-vous. Pour l'instant, sans aller jusqu'à un résultat digne de son prédécesseur qui est Gloomhaven. Prédécesseur, même si c'est pas le même éditeur, c'est pas exactement la même équipe, etc. Vous aurez compris, mais ça se revendique de Gloomhaven. Ça devrait quand même aboutir à un résultat assez convaincant, même si ça ne pourra pas dépasser son illustre prédécesseur. 19 jours avant la fin de la campagne, 1623 contributeurs et 220 000 euros d'engrangés. Pas de VF pour l'instant, ceci. Et on termine cette semaine par Feudum, vous prononcez ça comme vous voulez, Feudum, même éventuellement un petit peu façon latin, le projet de Hotbird pour son 7e anniversaire. Il fait son retour sur les plateformes de financement participatif et en particulier sur GameFound pour cette nouvelle campagne. On est déjà à près de 2000 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Si vous ne l'avez pas encore aperçu, Xavier et moi-même avons fait une vidéo cette semaine sur le sujet pour vous parler justement, et c'est-à-dire le premier numéro d'une nouvelle série, de ce jeu qui nous attire et nous fait peur à la fois. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller y jeter un œil. Pour le rappel, Feudum, même s'il est quand même assez célèbre maintenant, ça reste un jeu de niche, malgré tout, il faut savoir, mais son nom est connu de tous. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs compétitifs, un énorme bac à sable, tout à fait particulier, avec une présence sur table assez folle, une direction artistique qui ne laissera pas indifférent, mais qui pourra plaire comme déplaire, ma foi. Moi, je la trouve assez charmante, pour le coup, très particulière, clairement clivante, mais je la trouve quand même assez sympa, notamment au niveau des monstres. Le behemoth et le serpent de mer qu'on aperçoit ici sont quand même assez particuliers, c'est vraiment des aspects distinctifs de Feudum. Donc pour rappel, 1 à 5 joueurs disais-je, on est sur un gros bac à sable, mais si on en retire certains des éléments fondateurs en termes de gameplay, il y a donc du contrôle de territoire, de l'aventure, de la gestion de ressources, beaucoup, et vraiment une économie assez serré apparemment, si j'ai bien compris, dans ce jeu, avec différentes guildes que l'on pourra utiliser, que l'on pourra impacter en cours de partie. Vraiment un jeu qui laisse énormément de liberté, apparemment. C'est aussi une des choses qui nous faisait un petit peu peur à Xavier et moi-même, cet aspect énorme bac à sable avec quand même pas mal de points de règles sur lesquels il faut certainement revenir assez fréquemment, surtout si on ne sort le jeu qu'une ou deux fois par an, ce qui est fréquemment le cas de ce genre de gros jeux difficiles à sortir.
Donc, Feudum, c'est vraiment un jeu hyper tentant, mais est-ce qu'on réussira vraiment à le mettre sur la table si jamais on met la main dessus? C'est encore une autre affaire, on verra bien. Quoi qu'il en soit, comme pour son édition d'origine, ce 7e anniversaire, donc le septennial de Feudum, s'accompagne encore une fois d'une version française, et ça quand même c'est toujours très très cool, d'autant plus que ces derniers temps, les copies étaient quand même en rupture de stock, et trouver une copie d'occasion de Feudum pouvait coûter assez cher. Alors oui, certes, j'ai cru comprendre en commentaire de la dernière vidéo justement que il y avait des copies disponibles sur le site de l'éditeur. Peut-être qu'elles n'étaient pas en français, je sais pas, peut-être qu'il y avait tous les livrets de règles en une seule et même copie, c'est bien possible. Il me semble avoir compris que d'ailleurs toutes les règles dans toutes les langues étaient comprises dans chaque copie du jeu, je ne sais plus. Mais par contre, quel que soit, comment dirais-je, la disponibilité du jeu sur le site de l'éditeur. L'éditeur en question étant situé aux États-Unis, les frais de port auraient quand même été assez salés, donc finalement ça revenait quasiment au même à mon avis, en tout cas j'imagine. Pour le reste, voilà un petit peu la présence sur table. Alors on est pour une fois sur un plateau qui va être très large mais pas très profond, ce qui pour ma table à moi est plutôt cool, parce que j'ai une table qui peut être suffisamment large mais pas très profonde, donc pour le coup ça change un petit peu des jeux qui prennent vraiment beaucoup de place et pour lesquels sur ma table on joue à 2 joueurs et après c'est un peu ric-rac. Mais bon, quoi qu'il en soit, vraiment un plateau avec un univers propre, on a envie d'y plonger, c'est vrai que c'est un univers qui est tellement visuellement impactant, unique, que vraiment on a envie de se jeter dedans, même si ça fait un peu peur malgré tout. Quelques éléments justement de direction artistique que vous apercevez ici, vraiment assez particulier, moi j'aime beaucoup pour le coup, alors que pourtant on reconnaissait un petit peu la patte visuelle sur son jeu suivant, qui est apparu sur Kickstarter il y a quelques mois de ça à peine, qui s'appelait Fled, si mes souvenirs sont bons, et j'étais pas du tout fan de Fled. Pour le coup, sur Feudum, je trouve que ça marche hyper bien, c'est quand même très classe je trouve, même si encore une fois très clivant. Alors, continuons, les pledges. On a le pledge, donc septennial édition, donc c'est le jeu de base dans sa édition 7e anniversaire, à 75$, ce qui est relativement abordable vu le jeu, le contenu, la taille du truc, au lieu de 100$ en prix boutique théorique. Ensuite, vous avez l'Upgrade Pack pour ceux qui auraient déjà le jeu, mais qui voudraient simplement le Behemoth en métal, ainsi que le nouveau plateau, me semble-t-il, qui a été un petit peu revu et corrigé en termes de lisibilité notamment. Ouais, c'est ça, Enhanced Boards, donc le plateau a été amélioré, notamment au niveau des chemins de déplacement qui étaient assez peu lisibles, notamment par exemple au niveau également du prix des ressources ou des emplacements de premier joueur, second joueur, etc. qui n'étaient pas très clairs également. Enfin bref, il y a pas mal de petites améliorations qui ont été faites de ci, de là sur le plateau central et qui est donc disponible dans ce petit pack d'upgrade. On a aussi le petit jeton de premier joueur qui maintenant a une forme bien définie, ce genre de choses là. Ensuite, on a la Feudum Septennial Edition Deluxe, donc c'est la même chose mais avec de la deluxification, avec, vous le voyez, des pièces de métal pour remplacer celles du jeu de base, ainsi que des petits jetons en bois plutôt qu'en carton. Donc le tout pour 110$, ça vient quand même ajouter 35$, c'est pas rien, c'est un investissement. Ensuite, on a Feudum Septennial Edition avec le bundle d'expansion, enfin d'extension en français, à 125$. C'était pas présenté à l'origine en page de pré-campagne. Il n'y avait pas encore ce pledge là à l'époque, et du coup avec ce expansion bundle on va avoir Windmills and Catapults, donc comment dirais-je, moulins à vent et catapultes, Seals and Sirens, donc les sirènes et les seals, c'est pas les phoques, j'ai oublié, je crois que c'est bien ça. Et puis Squirrels and Conifers, donc les conifères et les écureuils. Donc voilà, 3 extensions, mais il n'y a pas encore celle que Xavier mentionnait récemment quand on discutait tous les deux, qui étaient les remparts, hein, Rudders and Ramparts, c'est ça. Donc pour le coup, pourquoi avoir un bundle d'extensions sans la fameuse extension Rudders and Ramparts? Question pour laquelle j'ai pas de réponse. En tout cas, l'extension en question est disponible avec l'édition Deluxe pour 150$ au total. Est-ce que cette extension est juste trop grosse? Je sais pas, c'est un peu étrange. Mais vous avez quand même le all-in également, avec 200$ le all-in quand même pour Feudum, avec la deluxification. Est-ce qu'il y a aussi le bundle d'extension? Oui, il est là.
donc plus l'extension Riders and Ramparts, les pièces de métal, les petits jetons de bois. Donc en gros c'est un peu la totale, j'ai l'impression, à 200$. Et ensuite c'est pour les retailers, donc pour les gérants de boutiques, éventuellement si vous pouvez faire des pledges, même pas des pledges groupés, mais un pledge un peu plus massif pour ensuite pouvoir les rendre disponibles à vos clients en boutique. Il y aura quelques stretch goals, on en a quand même déjà débloqué 9 sur 12. Pour ceux que ça pourrait intéresser, on aura notamment débloqué déjà le Behemoth en métal. On aura aussi une variante solo de Queen's Army Expansion qui sera intégrée dans le jeu également. On aura un petit marqueur pour l'espèce de navire volant ici. Quelques cartes de ci de là, je ne sais pas si c'était déjà intégré au jeu d'origine ou si c'est du nouveau contenu pour le coup, j'ai pas fouillé suffisamment de ce point de vue là. En add-on, vous pourrez aussi prendre genre une tour de dés, les extensions à l'unité si vous le désirez, le petit navire volant justement en métal en plus si vous le désirez, bref, des petits éléments de luxification par-ci par-là, même des paires de chaussettes qu'on a mentionné brièvement avec Zay dans la vidéo récemment la semaine dernière, pour vraiment les gros fans hardcore du jeu. Je mentionnais tout à l'heure Fled, l'autre jeu de Mark Swanson qui est sorti sur Kickstarter il y a de ça 4, 5, 6 mois. Il est également disponible en add-on si vous le souhaitez, avec l'extension du spectre, avec l'extension aussi du chien de garde du gouverneur par exemple, ainsi que le playmat qui va avec. Voilà. Mais le gros morceau central de cette campagne c'est essentiellement Feudum, je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur Fled pour le coup. Ensuite, le contenu du jeu en termes de matos, brièvement, je passe pas trop de temps dessus. Voilà, what's new, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette édition, 7e anniversaire de Feudum, donc le fameux Behemoth en métal, le petit pion de premier joueur, ensuite les barils de couleur pour le positionnement des joueurs, avec le 6e barrique désormais visible, puisque il faudra je crois une extension pour pouvoir jouer jusqu'à 6, mais le 6e joueur n'était pas inscrit sur le plateau central, donc ça c'était un petit peu gênant. Une tombe pour le Behemoth, une fois qu'il a été vaincu. Ensuite, une sixième colonne, en gros, une sixième ligne pour le 6e joueur, simplement au niveau des marqueurs d'influence. Ensuite, les chemins donc, qui nous permettent de nous déplacer, que ce soit par voie aérienne, par voie maritime, sont un peu plus clairement présentés sur la map centrale. Le prix des ressources est présenté directement sur le plateau, comme vous voyez ici. Voilà, donc quelques petites améliorations visuelles qui ajoutent un petit peu de lisibilité, qui améliorent en tout cas la lisibilité. Il y a aussi le petit logo du Septennial sur le plateau. Bon, ça c'est pas très important, mais c'est pour l'aspect un petit peu nouveauté, quoi, en gros. Quelques petites corrections aussi au niveau du livret de règles, peut-être quelques clarifications sur certains points de règles, quelques passages un petit peu soulignés qui répondent à des questions qu'on se pose souvent, peut-être même une FAQ, je ne sais pas. Et apparemment, il y aura aussi quelques autres petites surprises. Est-ce que ce sera uniquement de l'ordre de la direction artistique qui aura changé un petit peu sur le plateau central? Je ne sais pas. Pour l'instant, pas de détails là-dessus. Voilà. Pour le reste, je ne vais pas parler trop longuement du gameplay parce que ce serait rentrer dans une zone à risque qui me mènerait vers un segment de vidéo de 30 minutes à lui tout seul, donc on va pas aller trop loin là-dessus, notamment récemment parce que First Player, donc Yoel, a fait récemment une vidéo assez extensive, assez exhaustive sur le jeu, le gameplay, avec des conseils pour vos premières parties, etc. Donc à la limite, je vous recommande plutôt d'aller checker sa vidéo plutôt que d'en attendre trop de ce segment-ci de la vidéo du menu crowdfunding. Sinon, vous avez aussi bien sûr des how to play, principalement anglophones, mais vous pourrez aussi trouver un how to play francophone par Jean-Michel Grosjeu, si mes souvenirs sont bons, en 6 parties qui plus est. Ensuite, continuons, ma foi, je crois que j'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est éventuellement les frais de port qui se trouvent donc ici, Canada 15,17. Honnêtement, c'est pas déconnant. Pour l'Union Européenne, 20,21. C'est rare que le Canada paye moins cher que les Européens d'ailleurs. Ensuite, non-EU, donc a priori la Suisse, serait 25,26. Et puis pour nous qui sommes au Japon, 33,35 $ de frais de port pour Feudum. Alors moi, a priori, je n'en serais pas parce que je sais pertinemment que c'est un jeu qui sortirait très peu chez nous dans le groupe qui est le nôtre. En revanche, je sais que Xavier considère que Feudum pour lui c'est un peu un grail game comme on dit, donc un jeu Graal de ces jeux que l'on cherche de longue date, qu'on a vraiment envie d'ajouter à sa collection pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
pour de bonnes et ou mauvaises raisons. Il le sait pertinemment, mais il a très envie de l'avoir. Donc bon, peut-être qu'on aura quand même une copie de Feudum à terme chez les ludovores, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas pour Feudum, 1981 backers, 27 jours avant la fin de la campagne, déjà 260 000 $ d'engrangés. Bon, d'ici les 27 jours qui nous séparent de la fin de la campagne, on ira très certainement chercher plutôt aux alentours de 4000 backers, peut-être même 5000 à mon avis. On verra bien. Voilà donc pour ce qui est de Feudum, et c'est également le dernier dessert, et qui dit dernier dessert, dit également dernier projet de la semaine pour ce menu crowdfunding, avec nouvelle caméra 4K, avec ma tronche en détail, avec mes petits poils de barbe blanc, parce que je commence à être vieux. C'est comme ça, c'est la vie, il faut assumer. Voilà, ceci dit, merci encore une fois, comme chaque semaine, de m'avoir suivi dans ce 134e numéro du menu crowdfunding. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne des Ludovores, que ce soit pour des expli parties, pour des reviews, pour du menu crowdfunding, peut-être prochainement aussi notre patron de l'édition bien en retard. Je pense qu'on va faire un duo, certainement plutôt avril-mai, parce qu'on est trop à la bourre. C'est pas trop grave, de toute façon, on finit quand même par les faire, malgré tout, même avec un peu de retard. Et puis on se retrouve certainement pour le deuxième épisode du solo de Keystone, qui a fait le semi-bid que j'imaginais, hein, genre 400 vues en une semaine, ce qui est pas énorme, mais bon, ceci dit, je vais faire encore au moins 1 ou 2 scénarios, on verra bien ce que ça donne. J'imagine que pour les séries, généralement, le nombre de vues diminue progressivement. C'est vrai que si ça passe en dessous de 300, même 400, honnêtement, c'est pas super motivant, mais si ça passe en dessous de 300, je vais peut-être pas en faire beaucoup non plus, d'autant plus que la campagne en cours pour la seconde édition de Keystone se terminera bientôt de toute façon. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc au pire la semaine prochaine pour le menu 135 avec quelques projets intéressants, dont un que j'attends de longue date, donc je vous invite à le suivre avec attention, celui de la semaine prochaine bien évidemment. Si ce n'est pas encore le cas, de toute façon, abonnez-vous, likez la vidéo, hein, et puis pour ceux qui dislike, pour ceux qui mettent un petit pouce en bas, parce qu'il y en a toujours 2-3 chaque semaine. Généralement, vous êtes aux alentours de 100, 120, 130 personnes qui gentiment likent la vidéo, mais il y a toujours 2-3 pèlerins qui mettent un petit dislike de leur côté également, pour le fun. Après tout, pourquoi pas, faites-vous plaisir, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui reviennent mettre leur petit dislike, c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.